à tous, bienvenue en direct sur Public Sénat, édition spéciale de Sénat 360. Voici les titres. L'État donne un coup d'arrêt au projet de Notre-Dame-des-Landes, l'aéroport de la Division. Selon Édouard Philippe, le Premier ministre a donc tranché sur cet épineux dossier qui empoisonne la vie politique depuis 50 ans. Analyse et réaction dans un instant. L'avenir de la révision constitutionnelle dans les mains de Gérard Larcher. Le président du Sénat rendra public ses propositions dans une semaine. Hier, c'est auprès des députés LR qu'il a cherché du soutien dans la négociation entamée avec l'exécutif. Le débat dans cette édition. Notre-Dame-des-Landes, réforme constitutionnelle. Ces thèmes seront abordés lors des vœux du président du Sénat. Il s'exprimera à partir de 19h et c'est à suivre en direct sur notre antenne. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. Pour m'accompagner à l'occasion de cette édition spéciale, Saveria Rojek, salle des conférences, et Tam Tranui, depuis la présidence où le président du Sénat, je vous le disais, doit s'exprimer. Le multiplex, c'est tout de suite. Le gouvernement renonce à construire un aéroport sur le site de Notre-Dame-des-Landes. L'annonce a été faite à l'issue du Conseil des ministres par Édouard Philippe, en cause des oppositions trop exacerbées. Les explications de Jérôme Bonnard. C'est la fin d'un suspense vieux de presque 50 ans. Peu avant 13h30, le Premier ministre Édouard Philippe a pris la parole, entouré de ses ministres Gérard Collomb et Nicolas Hulot. Que les conditions ne sont pas réunies pour mener à bien le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Le projet de Notre-Dame-des-Landes sera donc abandonné. Ce dossier s'est transformé en impasse. Le gouvernement a donc décidé de trancher sans aucune ambiguïté. Il n'y aura plus de projet de nouvel aéroport. Les terres retrouveront leur vocation agricole. Contrairement à ce que propose le rapport, elles ne seront pas conservées pour réaliser ultérieurement le projet. Pour le Premier ministre, le modèle économique de Notre-Dame-des-Landes tel qu'il a été pensé à l'origine, notamment pour le développement des vols long courriers, n'est plus réaliste aujourd'hui. La synergie entre les différents terrains régionaux est donc privilégiée. Ce dont le Grand Ouest a besoin, ce à quoi le gouvernement s'engage, c'est de garantir que Brest, que Nantes, que Rennes disposent de liaisons faciles avec les autres métropoles européennes et de mettre en place des liaisons rapides avec les hubs long courriers internationaux. La plateforme de Nantes sera donc modernisée, l'unique piste rallongée et les liaisons TGV avec les aéroports parisiens plus fréquentes. Édouard Philippe n'est pas entré dans le détail du calendrier. Nantes pourrait accueillir 6 millions de passagers par an en 2030. Et on retrouve Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat pour une première réaction à cette annonce gouvernementale. Avec vous, le vice-président du Sénat, le sénateur LR, Philippe Dallier. Bonjour Philippe Dallier. Bonsoir. Merci de répondre à nos questions. L'autorité de l'État est morte, ce sont vos mots. Pour vous, cette décision, elle est incompréhensible, elle est inacceptable ? Elle est incompréhensible, inacceptable et je dirais même scandaleuse. On a 180 décisions de justice qui vont dans le même sens. L'ancien président de la République avait choisi de consulter les habitants du département qui se sont exprimés, qui ont dit oui. Tout le monde économique, l'immense majorité du monde économique de la région, beaucoup d'élus de droite et de gauche demandaient que ce projet soit enfin réalisé et le gouvernement s'aplatit devant une bande de zadistes qui pourront, alors là c'est sûr, répéter leurs coups sur tous les grands projets d'aménagement dans ce pays. Donc c'est la fin de l'autorité de l'État et je trouve que cette décision est incompréhensible. Je ne comprends pas pourquoi elle a été prise, pour tout dire. Édouard Philippe, le Premier ministre, dit qu'il était impossible de faire le projet face à tant d'opposition. Cela s'entend, cet argument. Mais c'est incroyable de formuler une explication comme celle-là. Nous sommes dans un état de droit. L'état de droit s'applique à tout le monde. On a une poignée d'hurluberlus qui occupent des terrains depuis des années, qui sont des gens violents par-dessus le marché et on va leur donner raison. C'est cela qu'on est en train de faire. Mais enfin, comment est-ce qu'on peut expliquer ça aux Français à qui on demande de respecter les règles en toute matière? Donc ces gens-là ont obtenu gain de cause parce qu'il est difficile de les expulser. C'est ça la vérité. Alors si c'est la vision intérêt national du Premier ministre, c'est très inquiétant pour l'avenir de ce pays. Comment vous analysez politiquement cette décision? Beaucoup disent que c'est aussi un geste du chef de l'État de la part d'Emmanuel Macron en faveur des écologistes, en faveur de la gauche de la gauche. Écoutez, si c'est ça gouverner,
Alors là, il faut m'expliquer. Voilà, quand on a des décisions à prendre, c'est difficile de gouverner. D'être le président de la République ou le Premier ministre, on sait que les décisions sont parfois difficiles à prendre, mais on doit les prendre au regard du seul intérêt de l'État, de l'intérêt de la nation. Si effectivement on prend une décision pour faire plaisir à tel ou tel groupuscule ou à tel groupe à l'Assemblée nationale, alors là, franchement, c'est l'antithèse de la bonne manière de gouverner. Philippe Dallier, est-ce que le dossier est clos aujourd'hui ? Bon, écoutez, en tous les cas, il me semble très mal embarqué pour ceux qui souhaitaient voir ce projet se réaliser. Je ne sais pas s'il est encore possible d'y revenir, j'en doute, mais je pense que c'est vraiment une très mauvaise journée pour l'État de droit dans ce pays, et je pense que ça a des traces. Très bien, merci beaucoup. Merci Philippe Dallier pour cette réaction directe. Merci. Merci à vous, Saveria, pour cette première réaction. Alors, pour les opposants à ce projet, on vient d'entendre d'ailleurs Philippe Dallier, cette décision est un soulagement pour les opposants, mais pour les partisans, nombreux parmi les élus locaux, ce choix est un déni de démocratie. Les réactions politiques avec Jordan Klein. C'était une décision attendue depuis longtemps. Donc, lorsqu'elle est annoncée, les réactions s'enchaînent. Les élus favorables à l'aéroport étaient nombreux. Alors quelques minutes après l'abandon du projet, ils s'insurgent. Cette décision est un mauvais coup porté au Grand Ouest. Et pour nous, une trahison. Une majorité de citoyens s'est exprimée en faveur du transfert. Et 18 mois après, l'État leur dit, votre vote ne compte pas. C'est un véritable déni de démocratie. Je trouve que c'est une décision qui dévoile un grand manque de courage politique. Le Premier ministre et le Président de la République viennent de bafouer l'état de droit. Je vous rappelle, 179 décisions de justice étaient favorables à la construction de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, signe lui un tweet au vitriol. Avec beaucoup de cynisme et de mépris, Emmanuel Macron a joué avec les élus, chefs d'entreprise et habitants. Nous ne l'oublierons jamais. C'est un tournant pour M. Macron, dont le quinquennat vient de s'abîmer dans la boue de Notre-Dame-des-Landes. Les Verts, qui redoutaient l'empreinte écologique d'un tel projet, se réjouissent logiquement de la décision arrêtée par le gouvernement. Par rapport notamment à la question du climat, qui n'est pas la moindre, qui est même une question essentielle, le gouvernement se met en cohérence avec ses discours. Jean-Luc Mélenchon, lui, publie un article sur son blog au nom de toute la France insoumise, dans lequel il salue la décision. Enfin, les zadistes, dont les premiers sont arrivés il y a environ 10 ans, annoncent refuser toute expulsion. Le refus de toute expulsion de celles et ceux qui sont venus habiter ces dernières années dans le bocage pour le défendre et qui souhaitent continuer à y vivre ainsi qu'à en prendre soin. Laurent Wauquiez, président des Républicains, tweet lui simplement l'extrait du candidat Emmanuel Macron qui affirmait que s'il était élu, il respecterait alors le résultat du référendum. Alors, dans ce dossier, le volet le plus sensible concerne l'évacuation de la ZAD, cette vaste zone où devait se construire cet aéroport. Édouard Philippe promet la fin de la zone de non-droit, mais donne jusqu'au printemps aux zadistes pour évacuer le bocage nantais. Marie Brémaud. Nous mettrons fin à la zone de non-droit qui prospère depuis près de 10 ans sur cette zone. Le Premier ministre se veut ferme vis-à-vis des quelques 300 zadistes qui occupent illégalement cette zone de Notre-Dame-des-Landes. Mais face à une situation qu'il sait explosive, Édouard Philippe laisse un délai aux occupants. Ils ont jusqu'au printemps pour partir. À défaut, les forces de l'ordre les expulseront. Objectif du gouvernement, rétablir la circulation au sein de ces 1600 hectares traversés par 3 routes et mettre fin à tous les squats établis. Pour ce faire, des escadrons de gendarmes mobiles vont donc rester aux abords de la ZAD pour accompagner les départs, mais surtout éviter l'enlisement de la situation et l'éventuelle arrivée de renforts zadistes. En signe d'apaisement, le Premier ministre a également indiqué que les terres retrouveront leur vocation agricole. Les agriculteurs expropriés pourront ainsi récupérer leurs terres. Quant à l'État, il cédera progressivement les parcelles dont il est propriétaire. Si Édouard Philippe espère ainsi écrire un scénario sans heurts, ses plans pourraient bien être contrariés. Les zadistes ont d'ores et déjà répondu qu'ils s'engageaient à rouvrir les accès au site, mais refusaient toute expulsion. Et on continue les réactions politiques avec vous, Saveria Rojek. À vos côtés, la sénatrice centriste de la Vendée, Annick Billon.
Bonjour Annick Billon, merci de répondre à nos questions. Quelle est votre réaction après cette décision donc d'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes? Je rappelle que vous êtes sénatrice de la Vendée. Ma décision, je pense qu'il n'y a pas de bonne décision. On n'a pas à être satisfait ou insatisfait ce soir. La décision a trop tardé et en réalité, l'aéroport ne sera pas fait à Notre-Dame-des-Landes. C'est un choix du gouvernement. La décision était difficile à prendre. Moi, je suis satisfaite parce que quelque part, on nous a entendus, on nous a écoutés. Lorsque je suis venue la semaine dernière à Matignon, j'étais persuadée que la décision du gouvernement était prise. Lorsque je suis ressortie, je l'étais moins. J'étais moins sûre que cette décision était déjà actée. Donc chacun a pu s'exprimer. On voit que, en réalité, pourquoi ce projet de Notre-Dame-des-Landes à la base? C'est pour le développement économique. Donc on peut qu'être d'accord avec ces objectifs poursuivis, mais aujourd'hui, clairement, Notre-Dame-des-Landes ne se fera pas. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour le développement du Grand Ouest, pour le développement économique, sans Notre-Dame-des-Landes? La maire de Nantes parle aujourd'hui de trahison, de déni de démocratie. Est-ce que vous comprenez la colère qui s'exprime là? Pour moi, il n'y a pas de bonne décision. Il y a eu effectivement des décisions de justice, de nombreuses décisions de justice. Le projet est ancien, mais la décision du gouvernement, il doit décider pour un projet qui est vieux de 50 ans. Oui, il y a des 2008 décisions, la DUP autorisée, mais clairement, ce projet, il n'a pas été initié par le gouvernement. Il a tardé à sortir et un projet qui tarde autant, c'est vraiment une difficulté pour sa légitimité aujourd'hui. Beaucoup à droite parlent aujourd'hui du mépris et du cynisme d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça aussi, vous l'entendez, vous le comprenez? Moi, je ne parlerai pas de cynisme. Quelle que soit la décision, elle aura été contestée. Il y a un projet d'aéroport qui était proposé il y a des années, des dizaines d'années. Aujourd'hui, le projet n'est pas fait. Pour moi, il y a trois choses essentielles. Un, l'évacuation de la ZAD. C'était vraiment quelque chose d'incontournable pour moi. La restauration de l'état de droit. Deux, qu'est-ce qu'on fait pour le développement du Grand Ouest? Si ce n'est pas un aéroport, il faut proposer quelque chose aux habitants du Grand Ouest pour assurer le développement économique. Et enfin, c'est vrai que cet aéroport, sans cet aéroport, on imaginait quelque part que c'était la logique de notre développement. Qu'est-ce qu'on imagine aujourd'hui? Moi, j'avais dit clairement la semaine dernière au Premier ministre, si Notre-Dame-des-Landes se fait sans le franchissement de la Loire, sans les infrastructures routières et ferroviaires, j'étais contre. Annick Billon, sur l'évacuation de la ZAD, le calendrier est assez flou. Édouard Philippe a parlé du printemps. Je ne vais pas faire de commentaires sur l'évacuation de la ZAD et le calendrier parce que aujourd'hui, cette ZAD s'est installée dans la durée. Jamais elle n'aurait dû s'installer dans la durée comme ça a été le cas. Donc on comprend bien qu'aujourd'hui, évacuer une ZAD avec les milliers de mètres carrés qui sont concernés, ça va se faire pas dans la douceur, ça va se faire forcément dans la douleur. Il va y avoir l'état de droit doit être restauré, mais il faut évacuer des gens, des familles, des gens qui vivent là depuis des années. Est-ce que vous redoutez des violences lors de l'évacuation de la ZAD justement? Il y a déjà eu des violences dans le secteur, il y a eu des violences à Nantes également. Je redoute, oui, des violences. Après, il faut malgré tout, l'état de droit doit passer. Très bien, merci beaucoup. Merci Annick Billon d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous, Savérien. Et vous l'évoquiez avec Annick Billon, la question sensible reste l'évacuation de la ZAD. Je vous propose d'écouter ces réactions recueillies sur place par les équipes de LCP Assemblée nationale. La ZAD, c'est loin d'être fini. Mes enfants, ils sont nés ici, ils ont grandi ici. J'y ai mis toute ma vie, on n'est pas prêt de partir. C'est quand même une lutte de 50 ans et on l'a digérée en famille et on s'est embrassés, oui. Et je n'ai pas peur de le dire. Hein. 10 ans. Exclusion du puce sur des barricades. Aïe, 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 aïe. Donc il y a une page qui va commencer à se tourner doucement avec Notre-Dame-des-Landes et puis il y a un gros roman qui est en train de s'écrire pour les luttes qui continuent sur d'autres projets aussi aberrants que l'était celui de Notre-Dame-des-Landes.
Et on ouvre à présent notre page spéciale consacrée aux vœux du président du Sénat. Vous le savez, Gérard Larcher doit s'exprimer vers 19h. Son discours sera diffusé en direct sur notre antenne. Gérard Larcher qui a assisté hier à la réunion du groupe LR de l'Assemblée nationale. C'est le patron des députés LR, Christian Jacob, qui a pris l'initiative. C'est une visite inédite qui avait pour objectif de faire le point sur le travail entrepris au Palais du Luxembourg, sur le projet de réforme constitutionnelle. Samia Dechir avec les équipes de LCPN. Dans le bras de fer qui s'ouvre avec Emmanuel Macron, Gérard Larcher n'entend pas céder. Sur la réforme constitutionnelle, le président du Sénat a annoncé ses lignes rouges, à commencer par la réduction d'un tiers du nombre de parlementaires. Elle entraînerait un redécoupage électoral. Les sénateurs pourraient donc être élus à l'échelle d'une région, par exemple, et non plus d'un département. Ma première ligne rouge, c'est que le département ou la collectivité unique est le lieu de référence de l'élection. Autre point de blocage, le non-cumul des mandats dans le temps, limité à 3, ou encore l'introduction d'une dose de proportionnelle aux élections législatives. Des lignes rouges que Gérard Larcher partage avec les députés de droite. Hier, il a rencontré le groupe LR à l'Assemblée nationale qui lui a assuré son soutien. Nous sommes bien sur la même longueur d'onde, sur la proportionnelle que nous refusons pour l'essentiel, pour le maintien des liens avec les territoires, pour des relations différentes entre le Parlement et le gouvernement. Les droites parlementaires n'entendent pas pour autant bloquer la révision constitutionnelle, mais elles seront fermes dans les négociations avec l'exécutif. Pour faire passer sa réforme, Emmanuel Macron doit rallier les 3/5 des parlementaires. Il a donc besoin des voix de la droite. Et on va tout de suite ouvrir le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Marianne Coandé. Bonjour, merci d'être avec nous. Professeur de droit public, vous êtes spécialiste de la Ve République, membre du Conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Merci d'être avec nous. Dominique Rousseau est également sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Professeur de droit constitutionnel à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. J'ai également le plaisir d'accueillir Benjamin Morel. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques à l'École normale supérieure Paris-Saclay et vous avez obtenu le prix de thèse du Sénat. Samuel Le Goff nous accompagne enfin. Bonsoir, vous êtes journaliste politique au journal Contexte. Avant de voir avec vous les enjeux de cette révision constitutionnelle et le rôle du Sénat, on retourne aux salles des conférences pour notre réaction à cette annonce du gouvernement concernant l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Avec vous, Saveria Rojek, avec le sénateur socialiste Rachid Temal. Absolument. Bonjour Rachid Temal. Bonjour. Merci de répondre à nos questions avant de vous faire réagir bien sûr au projet d'abandon, à l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes. Un mot peut-être puisque nous attendons d'ici 1 heure le discours de Gérard Larcher pour ses vœux. Qu'est-ce que vous attendez de la part du président du Sénat ? Moi, je vais assister à ces vœux, je vais les entendre et je pense qu'il est important qu'il puisse parler notamment de l'institution et notamment dans le cadre de la réforme constitutionnelle. Et je pense qu'il faut que ce projet-là ne s'arrête pas juste à la limitation de mandats ou nombre d'élus, mais que ce soit un projet qui soit un nouvel âge de la démocratie en France. Il y a un certain nombre de grandes questions qui sont devant nous. Comment les citoyens participent à la construction de la loi, passent durant le quinquennat, durant chaque mandat. Je pense qu'il y a des choses comme ça qu'on peut porter. Et nous, en tout cas, le Parti socialiste, le groupe socialiste ici, le Parti socialiste, on portera un certain nombre de propositions. Et donc je souhaite que le président Larcher soit celui qui porte notamment la voix des territoires, la voix des Françaises et des Français. L'actualité aujourd'hui, c'est aussi bien sûr l'annonce de l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes par le gouvernement. Votre réaction face à cet abandon, décision courageuse ou déni de démocratie ? D'abord, reniement de campagne, puisque le Premier ministre rappelle que le candidat Macron le renvoie à ses études, puisque le candidat Macron parlait de faire Notre-Dame-des-Landes. Voilà, donc là c'est la première chose. Deuxième chose, c'est vécu comme l'abandon du Grand Ouest. Aujourd'hui, l'aéroport pose problème, l'aéroport actuel. Donc ça moi je relaye l'appel de Johanna Roland, qu'il faut que le Premier ministre entende les élus, les acteurs associatifs, les acteurs économiques sur la situation. Dire qu'on ne fait pas Notre-Dame-des-Landes et qu'on fera plus tard des choses n'est pas, encore une fois, acceptable. Et puis il y a eu effectivement, vous le disiez, il y a eu un vote, il y a eu un certain nombre de décisions depuis des années. Vous voyez bien, je pense encore une fois, 1, c'est un reniement de campagne. 2, ça pose le problème quand même de la démocratie, du mode de fonctionnement. Et 3, ça doit nous interroger plus globalement d'ailleurs sur un certain nombre de grands projets structurants dans notre pays. Parce que, sans parler de Notre-Dame-des-Landes particulièrement, mais il y a des grands projets structurants qui peuvent poser problème et qui sont nécessaires. Et donc dans ce débat-là, est posé. Et sur l'évacuation de la ZAD, est-ce que vous craignez des violences ?
Ce sera au gouvernement de démontrer son action. Mais encore une fois, l'évacuation de la ZAN n'est pas le fait majeur, puisque c'est d'ailleurs renvoyé à plus tard. C'est un effet d'annonce, encore une fois. Ce qui compte aujourd'hui, c'est pour les habitants, encore une fois, du Grand Ouest, c'est de se dire, il y avait un projet, il y a d'un côté, il y a des nuisances aujourd'hui, et ce que propose le gouvernement, c'est des nuisances pour aujourd'hui, et peut-être une énumération demain, on ne sait pas où, on ne sait pas comment. Et c'est quand même un vrai problème. Il faut absolument que les élus, les habitants, les acteurs économiques du Grand Ouest soient entendus. Et c'est dommage que, encore une fois, le candidat Macron soit envoyé à ses chères études parce que sa promesse de campagne ne s'est pas réalisée. Une de plus, j'allais dire. Mais quand Édouard Philippe dit qu'il était impossible de faire le projet face à tant d'opposition, est-ce que vous l'entendez, cette remarque? Édouard Philippe, soit il découvre le sujet, soit la réponse n'est pas sérieuse. Il y a des oppositions, mais il y a aussi des gens pour. Et depuis très longtemps. Donc c'est pas une seule réponse. À un moment donné, est-ce que dans les habitants du Grand Ouest, il y a nécessité ou pas d'avoir une capacité aéroportuaire plus importante? De ce que j'en comprends, de ce qu'on peut en lire, la réponse c'est oui. Bon. Moi je sais, je suis sénateur du Val d'Oise. Je vois ce qu'est un aéroport qui peut être amplifié. Quand il a fallu arracher des pistes, par exemple, les habitants de Goussainville, le village de Goussainville a été fermé. Et là, aujourd'hui, il y a un projet d'accroissement des vols sur Roissy. Il y a des interrogations sur le bruit pour les riverains. Bah, ce sont des réalités. Donc, on ne peut pas dire on verra plus tard, puisque c'est une réalité. Et donc, aujourd'hui, faire en sorte que la réponse soit plus de nuisances pour les habitants de Nantes et des solutions plus tard n'est pas acceptable. Vous savez, ça nous rappelle, comme d'autres sujets, la taxe d'habitation. On annonce des choses, mais c'est pour beaucoup plus tard. Très bien. Merci beaucoup. Merci Rachid Temal d'avoir réagi en direct. Merci. Merci à vous, Saveria, pour cette réaction. On va aborder à présent les enjeux de la révision constitutionnelle. On sait que Gérard Larcher, c'est un peu la clé, Marianne Condé, de cette révision constitutionnelle qui est chère à Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez que le président du Sénat peut faire ce cadeau politique à la majorité ? Alors, est-ce que ça serait faire un cadeau politique à la majorité ou se faire un cadeau à lui-même? Parce que je crois que l'ouverture d'esprit du président du Sénat et plus largement du Sénat dans son ensemble, parce que le Sénat c'est un organisme collégial et le président n'en est que le président, il n'est pas le Sénat tout entier. Je crois que ça serait une bonne idée de la part du Sénat que d'avoir l'esprit un petit peu ouvert, parce que je vais revenir sur un petit point de procédure qui a été évoqué tout à l'heure. On dit que le Sénat a un pouvoir de blocage à une majorité renforcée. Pas tout à fait. La procédure de la révision selon l'article 89, procédure classique, c'est 1, l'initiative, 2, le vote par chacune des chambres à une majorité normale, et 3, en principe, le référendum. Et seulement, dans certains cas, si le président de la République le souhaite, un vote par le Congrès. Donc, il suffit d'avoir une majorité de sénateurs pour que une révision puisse être adoptée si le peuple la souhaite. Donc je crois que c'est pas vraiment dans l'intérêt du président du Sénat que de s'opposer frontalement à des éléments de réforme qui seraient souhaités très fortement par le peuple, parce que c'est une tentation pour le président de dire la procédure normale, c'est le référendum. Et pourtant, il est extrêmement choyé, on le voit en ce moment, Gérard Larcher, Dominique Rousseau. Oui, parce que la Constitution donne au Sénat un pouvoir de blocage. Il l'a montré sous la Ve République. Il y a beaucoup de révisions de la Constitution qui ne sont pas allées jusqu'au bout, y compris dans le dernier quinquennat, sur la question, par exemple, du Conseil supérieur de la magistrature, parce que le Sénat ne l'a pas voté. Le problème est moins le Congrès que le préalable. C'est-à-dire il faut que le texte soit voté en termes identiques et par l'Assemblée nationale et par le Sénat, en termes identiques. Ce qui veut dire que si le Sénat ne vote pas le même texte que l'Assemblée nationale, on ne peut aller ni au Congrès ni au référendum. Donc il y a bien là un pouvoir de blocage. Est-ce que c'est dans l'intérêt du Sénat de bloquer? Je crois que il y a déjà une grande question classique sur la légitimité du Sénat. Est-ce que c'est vraiment une anomalie sur la démocratie, disait Jospin, ne pas mettre un Sénat le long de la République, disait Victor Hugo. Donc le Sénat a une légitimité un peu tremblante. Il ne faudrait pas que par rapport à une révision de la Constitution qui semble avoir
le soutien de l'opinion publique, le Sénat se cabre sur ce qu'on appelle le vieux monde ou l'ancien monde. Benjamin Morel, pourtant il y a des points de blocage, ça a été rappelé. C'est légitime de la part du Sénat, ces points de blocage, on les rappelle, un attachement à un certain nombre de sénateurs. Gérard Larcher dit s'il y a 400 députés, par exemple, il faut 240 sénateurs. Et puis le département doit être la circonscription d'élection des sénateurs. Il est très attaché. Alors ça, c'est deux points de blocage qui sont importants et qui sont même nécessaires pour Gérard Larcher. Le premier, parce que tout bêtement, pour une question d'équilibre du Congrès, il faut en effet qu'il puisse y avoir 0,6 sénateurs pour un député. Bon, après, ce cadre du département, il est important. Et je dirais qu'il y a 3 grands enjeux pour le Sénat, dont, à mon avis, ne font pas tant partie, d'ailleurs on pourra en reparler, ne fait pas partie le cumul des mandats dans le temps. La première, c'est en effet ce cadre départemental. Pourquoi ? Eh bien parce que si vous avez des sénateurs élus dans un cadre régional, eh bien vous perdez cette capacité du Sénat à représenter autre chose, notamment cette France périphérique sur laquelle s'appuie l'institution et qui lui permet de faire entendre une petite musique différente. Ça pose un gros problème, cette question du cadre départemental. Pourquoi ? Eh bien parce que si vous conservez le cadre départemental, vous augmentez la distorsion de représentation du Sénat. C'est-à-dire que vous multipliez les sénateurs ou les départements où il n'y aura qu'un seul sénateur, et d'une certaine façon, le déséquilibre entre la représentation des villes et des campagnes. Donc pour le Sénat, c'est un peu un dilemme insoluble. Soit il accepte, en gardant ce cadre départemental, une réduction du nombre des parlementaires, mais dans ce cas-là, il est moins représentatif, soit il la refuse, mais dans ce cas-là, en effet, on l'accusera d'être une force de blocage. Il y a 2 autres points sur lesquels j'aimerais revenir quand même et qui sont importants pour la légitimité du Sénat, sur lesquels on reviendra sans doute. La première, c'est la question de la procédure parlementaire. On veut, dans cette réforme, accélérer la procédure parlementaire. Or, qu'est-ce que c'est le Sénat ? C'est justement une force d'inertie. Une force qui permet de se demander, est-ce qu'on fait une bonne loi ? Et est-ce qu'il ne faut pas plus de temps pour faire une bonne loi ? 3e point dont on ne parle quasiment pas et qui pourtant m'apparaît un point essentiel de cette réforme, c'est la question des collectivités. Et notamment la question du droit à la différenciation. Car la question du droit à la différenciation, en fait, pose un certain nombre de questions en termes de différence et d'identité des territoires. Si on regarde un peu ce qui s'est passé à l'étranger, on voit que le droit à la différenciation va entraîner un renforcement des revendications identitaires dans les territoires. Et ça, pour le Sénat, au-delà des questions, est-ce que c'est bon pour la République et tout, pour le Sénat, c'est un danger, parce que lorsque vous avez des revendications identitaires, on se rend compte, au vu des modèles étrangers, que la seconde chambre apparaît comme la dernière force d'unité, et comme quelque chose que l'on dénonce. Et au bout du compte, dans ce phénomène d'identarisation des territoires, les secondes chambres, généralement, changent de rôle ou sont reléguées. Donc ces 3 grands enjeux pour le Sénat, risque de se poser avec force dans le cadre de cette révision. Samuel Le Goff, est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous pensez que le Sénat pourrait battre en retraite ? Il n'y aura pas de battre en retraite, puisque le but du gouvernement est quand même d'arriver à un accord. C'est-à-dire qu'il peut passer en force, mais ça aura un coût politique, alors que s'il arrive à trouver un accord, c'est toujours mieux, parce que l'image de grand pacificateur, de président qui apaise, est quand même nécessaire à son image. Et il sait que le Sénat négocie. Donc on commence à avoir les premiers éléments sur la table, c'est-à-dire François de Rugy, lors de ses vœux, a enfoncé le clou sur un certain nombre de points. Gérard Larcher, quand il est allé devant le groupe LR à l'Assemblée nationale, a quand même agité, il a agité une petite carotte qui pourrait faire frémir les sénateurs, c'est-à-dire la possibilité éventuelle d'un retour du cumul des mandats entre un mandat de parlementaire et maire d'une commune de moins de 3500 habitants. Ça peut faire bouger des lignes. Il y a aussi les discussions autour de l'article 72 de la Constitution sur la libre administration des collectivités locales, sur le droit à la différence, où il y a quand même des fortes tensions dans des régions périphériques. Il y a également tout ce qui tourne autour de la procédure parlementaire. C'est-à-dire que si l'urgence est déclarée systématiquement, c'est-à-dire une lecture par chambre, et on passe en commission mixte paritaire, la procédure change de nature. Qu'est-ce qu'il faut changer ? C'est très technique, mais au final, c'est quand même le processus d'élaboration de la loi, et donc l'équilibre de pouvoir entre les 2 assemblées qui peut se retrouver mis à mal. Ça ne fera pas les grands titres de la presse, mais dans les tractations entre le Sénat, l'Assemblée et le gouvernement, ça va rentrer en ligne de compte. Dominique Rousseau. Oui, ce qui est important dans la position du Sénat, je crois qu'il
c'est qu'il fasse très attention à la manière dont il est perçu, reçu par l'opinion publique. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, les collectivités locales qui expriment une énergie économique, sociale, culturelle, politique, ce sont les métropoles, ce sont les grandes villes connectées au territoire. Il n'est pas sûr que le département, qui a été peut-être la collectivité idoine au XIXe siècle et peut-être au début du XXe, ne l'est plus aujourd'hui. Donc il ne faudrait pas, justement pour la légitimité du Sénat, qu'il représente des collectivités qui ne sont plus en position dynamique par rapport aux régions ou par rapport aux grandes métropoles. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que la question du cumul des mandats dans le temps, la question du nombre des parlementaires n'est pas une question constitutionnelle. C'est une question qui relève de la loi organique. Et par conséquent, on peut parfaitement scinder la révision constitutionnelle en identifiant les sujets qui imposent une révision de la Constitution et d'autres qui passent par la loi organique et par la loi ordinaire. Et la question du cumul dans le temps et la question de la proportionnelle ou pas, la question tout ça relève de la loi organique. Donc, le pouvoir de blocage du Sénat, moi j'attends que le président du Sénat dise des choses sur oui ou non à la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Alors après, oui il n'est pas contre, hein, Gérard Larcher, il l'a déjà rappelé. C'est l'essentiel. Dans la révision constitutionnelle, bien entendu, il y a ces problèmes de relations entre le Parlement, le gouvernement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais enfin, aujourd'hui, c'est quand même pas ça qui intéresse les Français. Ce qui intéresse les Français, c'est qu'une révision de la Constitution serve à faire participer davantage les citoyens à la fabrication de la loi. Donc il faut reconnaître le droit de pétition. Et il faut qu'une assemblée trie les pétitions, les étudie, et que les pétitions aient une influence sur le Parlement pour que les pétitionnaires puissent obliger le Parlement à légiférer sur les pétitions. Aujourd'hui, on voit des pétitions un peu partout. Qu'est-ce qu'on en fait de ces pétitions? Rien. Il faut que dans la Constitution, on dise qu'il y ait une étude de toutes les pétitions signées par les citoyens et que ces citoyens auraient donc la possibilité de faire inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée leurs souhaits. C'est ça le véritable enjeu de la révision constitutionnelle. C'est pas un peu plus de pouvoir à l'Assemblée et un peu moins au Sénat ou un peu plus au Sénat. Bon, non. Si on veut véritablement une révision qui marque, elle sera marquante par rapport aux toutes les autres. Hein. Elle sera marquante si elles font davantage entrer le citoyen dans la fabrication de la loi. Alors Dominique Rousson, avant de poursuivre ce débat, on va retrouver Tam Tranui depuis la présidence du Sénat, depuis les salons Beaufranc. Tam, on le voit, le contexte est particulièrement tendu entre les deux assemblées. Que peut-on attendre de ce discours de Gérard Larcher ? Eh bien, effectivement, hein, dans un petit peu moins d'une heure maintenant, eh bien, on va entendre le discours de Gérard Larcher qui va adresser ses vœux, un exercice plutôt classique hein, qu'il fait chaque année, l'occasion de revenir sur les événements forts de l'année dernière, l'occasion aussi de défendre les spécificités de l'institution sénatoriale, hein, garante notamment de l'équilibre des pouvoirs, le Sénat et sa voix singulière sur un certain nombre de projets de loi l'année dernière, par exemple sur le logement, l'occasion pour Gérard Larcher de s'exprimer devant plusieurs ministres, notamment Christophe Castaner, aux relations avec le Parlement, devant un certain nombre de personnalités du Sénat, président de groupe, président de commission, bureau du Sénat, mais aussi François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, qui devrait être présent tout à l'heure. Et vous l'avez dit, c'est une présence importante dans le contexte de la révision constitutionnelle. On le sait, il y a des désaccords entre l'Assemblée nationale et le Sénat. François de Rugy a mis récemment en garde le Sénat contre toute tentation de blocage, tandis que Gérard Larcher a lui fait valoir un certain nombre de, je le cite, lignes rouges ou fortement clignotantes sur la question de l'introduction d'une dose de proportionnelle, sur la question de la réduction du nombre de parlementaires. Il sera très attentif à ce que les territoires ruraux restent très bien représentés, ou encore sur la question du non-cumul des mandats dans le temps. Alors hier, Gérard Larcher était chez les députés Les Républicains, on l'a dit, pour faire entendre sa voix et
son point de vue. Et demain, il sera entendu, reçu par Édouard Philippe, tout comme François de Rugy, sur ce thème de la révision constitutionnelle, avant que la semaine prochaine, il rende public les conclusions du groupe de travail du Sénat qui a travaillé sur ce sujet. Merci à vous, Tam, pour toutes ces précisions. Et on l'évoquait sur ce plateau, l'enjeu, bien sûr, de savoir ce qu'il y aura dans ce projet de révision constitutionnelle. Je vous propose d'écouter justement la vision d'Emmanuel Macron. C'était lors du congrès de Versailles. On l'écoute. La représentativité reste toutefois un combat inachevé dans notre pays. Je souhaite le mener avec vous résolument. Je proposerai ainsi que le Parlement soit élu avec une dose de proportionnel, pour que toutes les sensibilités y soient justement représentées. C'est à cette même fin que nous limiterons le cumul des mandats dans le temps pour les parlementaires, car il s'agit là de la clé de voûte d'un renouvellement qui ne se produira pas sous la pression et l'exaspération citoyenne, mais deviendra le rythme normal de la respiration démocratique. Marie-Anne Coandé, ça, cet argument du renouvellement de la classe politique, Gérard Larcher le balaie d'un revers de la main. Il dit 72% des sénateurs actuellement ne l'étaient pas avant. On n'a pas besoin justement de toucher à cette question du cumul dans le temps des mandats. Alors la question du cumul dans le temps, on en avait beaucoup discuté dans le cadre de la commission Bartolone. On peut confronter les arguments, c'est-à-dire se dire on souhaite un renouvellement de la classe politique. Alors il donne cet exemple, mais enfin globalement le renouvellement des sénateurs est quand même pas très important. Mais aussi c'est lié à la corruption. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que la corruption est assez corrélée à la durée des mandats. C'est à partir du deuxième mandat qu'il commence à y avoir des problèmes et du troisième encore plus. Donc si on veut la transparence de la vie politique, son honnêteté, mais aussi un vrai renouvellement de la classe politique, son rajeunissement, sa féminisation, il est important de réformer les choses sur ce point. Benjamin Morel, Gérard Larcher dit que ça concerne environ 12 sénateurs. On ne fait pas une loi pour 12 personnes, nous dit-il. Disons, là, il faudrait modifier la Constitution si on écoute Emmanuel Macron pour 12 sénateurs. La question pour Gérard Larcher, elle est probablement plus symbolique que pratique, parce qu'en effet, assez peu de sénateurs sont concernés, même si on est quand même dans une période de relatif chambardement du champ politique, y compris au Sénat, et que normalement on a quand même plus d'élus qui sont concernés. En tout cas, c'est une ligne rouge. Je ne veux pas tenter le diable et faire des prédictions, mais c'est une ligne rouge un peu étrange par rapport aux autres grands points qu'on a pu évoquer, notamment le cadre départemental comme circonscription sénatoriale. Et ça veut dire quoi ? Vous pensez que Gérard Larcher pourrait lâcher du lest sur cette question du cumul dans le temps, mais pas sur le département ? C'est-à-dire que c'est peut-être en effet l'arbre qui cache la forêt. Et c'est peut-être en effet une marge de négociation qu'intelligemment Gérard Larcher aurait intérêt à se ménager pour sauver des choses qui sont quand même beaucoup plus essentielles pour le Sénat, représentation de la France périphérique et durée de l'examen parlementaire et rôle du Sénat dans l'examen parlementaire. Vous êtes d'accord, Samuel Le Goff, sur cet aspect peut-être un peu moins important que celui de la circonscription électorale pour le président du Sénat ? Oui, et je pense que là-dessus, il endosse aussi le rôle de porte-voix d'une certaine classe politique qui a pris une énorme claque au mois de mai et juin dernier, et qui n'est plus tellement audible. C'est-à-dire que le groupe LR à l'Assemblée, c'est 100 députés, ils n'ont jamais été aussi bas. Il n'arrive plus à se faire entendre, et donc, quelque part, il se fait le porte-voix d'un certain nombre d'élus qui sont inquiets par cette limitation du cumul dans le temps, qui explique que dans les petites communes, on a du mal. Alors, effectivement, les marges de négociation vont peut-être pas être pour les mandats parlementaires, mais pour les mandats municipaux. Il va y avoir des seuils qui vont être mis un peu partout. Il y a déjà eu une négociation qui s'est enclenchée, parce qu'au moment du congrès des maires, Emmanuel Macron a rétropédalé en disant que cette limitation ne s'appliquerait qu'aux maires de communes de plus de 3500 habitants. Donc tous ces petits maires dont le Sénat se veut le représentant ne seraient a priori pas concernés par cette limitation. Voilà, il y a une forme de clientélisme électoral, c'est-à-dire qu'ils savent qui sont leurs grands électeurs et ils envoient les bons messages pour les soigner. Mais ça, je dirais, c'est le jeu électoral normal. Ensuite, effectivement, pour le reste, ils vont sans doute aller sur des sujets qui vont être totalement absents du débat public parce que techniques, mais avec des enjeux pour l'institution. Parce que, en général, quand le Sénat laisse passer une réforme, notamment une réforme constitutionnelle, il y a toujours un petit quelque chose qui leur arrive. Bon, la dernière fois, c'était la priorité donnée au Sénat pour les textes qui relèvent des collectivités locales. Ça peut paraître anecdotique, mais quand on connaît la procédure parlementaire, on sait que la première assemblée saisie donne souvent le là sur un texte, fait prendre des plis qu'il est difficile ensuite de défaire devant la deuxième assemblée. Et
bon, je pense que le Sénat a son petit truc à demander. Bon, simplement, il le dévoilera au dernier moment. Oui, mais encore une fois, là, on parle de choses qui ne relèvent pas nécessairement d'une révision de la Constitution. Le nombre de parlementaires, la proportionnelle, la durée dans le temps des mandats relève de la loi organique ou de la loi ordinaire. Donc, s'il y a négociation, il faudra que ce soit un pack et qu'on raisonne en même temps révision constitutionnelle et en même temps loi organique. Et je suis désolé de le dire ici à Public Sénat, mais si le Sénat veut s'affirmer comme institution dont la légitimité ne serait plus enfin remise en cause, il faut qu'elle s'appuie sur les territoires vivants. Je veux dire, il faut qu'elle s'appuie sur les territoires qui expriment une énergie économique, qui expriment une énergie politique. Et ça ne veut pas dire qu'il faut oublier les territoires périphériques, comme vous dites. Mais attention au Sénat. Donc les régions, c'est ce que vous dites, Dominique Rousseau ? Oui, si vous voulez, il y avait une image. Autrefois, on disait que c'était l'Assemblée du seigle et de la châtaigne. Bon, ça ne l'est plus. Mais que ça ne le redevienne pas. Donc en s'arc-boutant sur des circonscriptions départementales, au moment où toutes les réformes de ces dernières années visent à renforcer soit les régions, soit les intercommunalités, soit les métropoles, et je trouve qu'il serait politiquement dangereux pour le Sénat de faire de cette question un point de rupture, un point de clivage, parce qu'il mettrait en cause, d'une certaine manière, sa position. Et encore une fois, de quoi discute-t-on ? Enfin, on discute, les élus, est-ce qu'on va les réélire 2 fois, 3 fois, etc. Mais c'est pas ça le problème de la révision. Pour moi, le problème de toutes les révisions depuis 1958, ça a été, on a réduit le nombre, la durée du mandat présidentiel, on a donné un peu plus de pouvoir au Premier ministre, on a modifié les règles de l'Assemblée nationale en 2008, etc. Bon, mais le citoyen dans tout ça, il n'a jamais été au cœur d'une révision. Le président de la République veut une révision radicale, mais qui mette le citoyen au centre. Alors, on va poursuivre ce débat, si vous voulez bien, Dominique Rousseau. Pardon, je vous interromps, puisqu'on va retrouver Saverien Rojek pour une nouvelle réaction. Vous êtes avec Frédérique Espagnac, sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques. Absolument. Bonjour Frédérique Espagnac. Merci de répondre à nos questions. Votre réaction après l'annonce de l'abandon du projet Notre-Dame-des-Landes, décision courageuse ou déni de démocratie ? Non, je crois que ça a le mérite d'être une décision. Qu'on soit de droite comme de gauche, on est obligé de faire le constat que depuis 50 ans, ce dossier s'est enquisté et malheureusement arrivé au point de non-retour tel qu'on l'a connu aujourd'hui, avec une phase, en tout cas, on va dire, de conflit extrême et en même temps une zone de non-droit aujourd'hui qui n'est pas acceptable. Donc, le président de la République avait une décision, il tient parole, il faut le reconnaître. Je pense qu'ils ont été plutôt habiles dans la façon de faire les choses. Ils annoncent aussi le fait de l'évacuation de la ZAD, et je crois que, contrairement à ce qui a peut-être été affiché, il y a l'affichage du Premier ministre dans sa visite terrain ce week-end, mais je crois visiblement beaucoup de travail en amont qui a été fait au niveau des zadistes aussi, et je crois aussi une négociation au niveau des agriculteurs. Et donc quelque part, on a vu fleurir dans la presse un certain nombre de papiers, notamment sur le Larzac et l'application ou la transposition du Larzac sur Notre-Dame-des-Landes, enfin en tout cas comment s'appelle, la zone en tout cas de Notre-Dame-des-Landes. Je crois que c'était assez habile. Si en effet ils ont réussi à négocier ça, on le verra dans les jours qui arrivent. Mais en tout cas à préserver les terres agricoles, les agriculteurs qui y sont, et donc réduire, on va dire, la zone d'intervention des zadistes, et à partir du moment où on est sur une non-expulsion potentielle avant la fin de la zone hivernale, on peut espérer en tout cas que certains partiront. Voilà, et donc l'évacuation de la ZAD, justement, elle peut se faire sans violence ? En tout cas, il faut l'espérer. Je pense que le gouvernement a fait un signe, en tout cas au niveau des zadistes aussi, au niveau des gens qui y vivent, parce qu'il n'y a pas que des zadistes, il y a des gens qui sont là depuis, et historiquement, qui vivent dans cette zone-là. Donc je pense aussi que c'est une façon de réduire, on va dire, la zone d'intervention. Je veux croire que les choses se passent bien. En tout cas, il faut l'espérer. Il faut juste rappeler une chose, c'est qu'à un moment donné qu'on a des dossiers comme ça, il faut quand même trouver une issue. Il faut se rappeler quand même aussi, sans doute, le pourquoi. La vision qui était économique, qu'on peut comprendre, du développement du Grand Ouest, elle est indispensable. Mais je pense qu'aujourd'hui, développer l'aéroport actuel
est indispensable. Néanmoins, on est aussi sur un changement, tout simplement, de stratégie politique. Et on a connu avec François Hollande la COP21. On ne peut pas aller dire on est pour la COP21, la COP22 et s'engager sur, on va dire, la question climatique et autres, et développer et reconstruire un aéroport comme ça. Voilà. Justement, comment vous analysez politiquement cette décision du chef de l'État? Beaucoup à droite parlent du mépris, du cynisme d'Emmanuel Macron, et d'autres, en revanche, disent que c'est en fait un geste du chef de l'État vers les écologistes, vers la gauche de la gauche. Et si c'était juste un problème qu'on réglait, enfin, si on arrêtait juste de polémiquer pour polémiquer, si on arrêtait juste d'être toujours dans l'affrontement gauche-droite et surtout même au-delà des partis, des positionnements. Je respecte les élus locaux qui, eux, ont amené une réflexion, qui se sont engagés pour la plupart, certains, il y a 30 ans sur cette question. Je comprends qu'il soit très difficile de se dédire quand dès 20-30 ans, on s'est engagé. Et en même temps, je crois que le monde est en train de changer, la conception de la politique est en train de changer, la préservation des terres agricoles, l'environnement, la prise de conscience qu'on doit avoir aujourd'hui au niveau du réchauffement climatique. Et donc, tout aujourd'hui doit se poser différemment. Donc oui, ça a été évoqué comme ça dans les années 80, 90. En 2017, les choses sont plus les mêmes. On n'aborde plus la politique territoriale de la même façon. Frédéric Espagnac, on en débat en ce moment en plateau, la réforme constitutionnelle. On attend d'ici moins d'une heure maintenant les vœux de Gérard Larcher. Attendez-vous une prise de position du président du Sénat sur cette question de la réforme constitutionnelle? Oui, je pense que par ailleurs, il y a, on va dire, plusieurs points sur lesquels on se retrouvera au-delà, là aussi, des clivages politiques. Moi, je partage en tout cas la vision du président Larcher qui est, en tout cas, de préserver un Sénat fort. Non pas pour tel ou tel avenir des uns ou des autres. J'ai envie de dire, l'équilibre des pouvoirs dans nos démocraties, il est essentiel. Réduire, et je trouve qu'on a été trop vite dans le fait d'accepter de réduire les parlementaires. Je ne dis pas, encore une fois, la question des députés ou des sénateurs. Nous ne faisons que passer les uns et les autres. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. Si demain, c'était Marine Le Pen, on serait bien content d'avoir un Parlement qui est fort, avec des territoires en tout cas représentés et la démocratie respectée. Donc c'est aussi en ça, je vois bien qu'il est toujours à la mode d'être plus blanc que blanc. Il faut réduire le nombre de parlementaires, il faut... voilà. Moi, j'ai dit, prenons garde, c'est la démocratie qui est en jeu, c'est pas l'avenir ni de Frédéric Espagnac, ni de Gérard Larcher, c'est l'institution du Sénat. Et puis, le Sénat, pour moi, ça ne doit pas être le Bundesrat. Le Sénat, aujourd'hui, il a une légitimité, il a un travail bien différent. Au final, on le voit bien, on le constate de l'Assemblée nationale. Donc, redonnons totalement au Sénat son rôle, mais... défendons aussi notre institution. Très bien, le message est passé, un Sénat fort. Merci Frédéric Espagnac, merci d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci. Merci à vous, Saveria. Marianne Coandé, certains disent, notamment à droite, on va bloquer cette réforme car c'est l'équilibre de nos territoires qui est en danger. Certains parlent déjà d'un sentiment d'abandon des électeurs au niveau départemental. Alors forcément, ils s'inquiètent d'un redécoupage électoral vers les régions. Oui, alors ce découpage électoral, effectivement, peut être discuté. Ce qui me semble important, c'est que tout de même, on ouvre un peu son esprit et que on se souvienne qu'avant la Révolution française, il y a un certain nombre de réformes qui avaient été proposées, qui n'ont pas été adoptées parce qu'il y avait les anciens parlements qui étaient en réalité cours de justice, qui avaient bloqué ces réformes, et que quand on bloque trop les choses, quand on sclérose trop une société, après elle finit par exploser. Et il faut rappeler tout de même, désolé de le faire sur cette chaîne, mais que le Sénat a été conçu pour être toujours de droite, que pendant plus de 60 ans maintenant, il a toujours été de droite, sauf pendant 3 ans, et que ça pose un vrai problème pour sa légitimité. Que de surcroît, quand on habite dans une toute petite collectivité, on peut être 8 ou 10 fois plus représenté au Sénat que quand on habite dans une grande ville. Donc, par rapport à ces enjeux majeurs sur la légitimité du Sénat, je crois que la question du département peut vraiment être discutée. C'est-à-dire que, effectivement, il est important que les parlementaires, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, disposent des moyens d'être à l'écoute des citoyens, que la participation des citoyens doit être accrue, et sur ce point je suis d'accord avec Dominique Rousseau, et qu'elle peut être accrue par le biais des parlementaires et avec l'appui des parlementaires des deux chambres, et aussi par d'autres instances comme un CESE renouvelé. Mais je crois que fondamentalement, si le Sénat s'arc-boute sur des questions, son ancrage dans les départements, etc., il risque de disparaître, soit cette fois-ci, soit la prochaine. Parce que ce n'est pas la première fois sous la Ve République que le Sénat bloque les choses, et de manière toujours conservatrice, et notamment sur les questions environnementales, où il est quand même souvent une position très conservatrice. Donc je crois que c'est pas très raisonnable de s'arc-bouter sur ces vieilles positions. Alors, Sam Trani, pardon, Dominique Rousseau. Oui, je pense que Marine Coandé a raison. Si vous voulez,
Le Sénat dit, et on vient encore de l'entendre, je représente les territoires. Oui, très bien. Mais lesquels ? Sur quel territoire veut-il s'appuyer ? Les territoires d'autrefois ou les territoires d'aujourd'hui et de demain ? Et si on veut un Sénat fort, comme le dit la sénatrice, il faut évidemment que la légitimité du Sénat s'appuie sur des territoires forts, pas sur des territoires faibles. Vous avez l'Assemblée nationale qui représente la nation, vous avez le Sénat qui représente les collectivités territoriales, les territoires, qu'ils remplissent ce rôle et que le Sénat soit en harmonie, en quelque sorte, avec l'évolution des territoires. Qu'il ne soit plus le représentant des territoires du 19e siècle, mais des territoires du 21e siècle, qui sont aujourd'hui connectés. On a ici, justement, grâce à l'action du Sénat, conservé cet échelon départemental. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces territoires, peut-être, de Benjamin Morel ? Si vous voulez, au-delà des territoires, il y a aujourd'hui 4 France, en fait. Si on prend le premier tour des présidentielles, il y a un peu moins d'1 an, on avait 4 France. On avait 2 représentants ou un représentant et demi de ces territoires mondialisés, métropoles, etc. Et en même temps, d'autres candidats qui tendaient plutôt à représenter une France qui se sentait marginalisée. Pour le Sénat et pour la droite, qui en effet est structurellement au pouvoir au Sénat, aujourd'hui l'enjeu, c'est de représenter, certes la nation, mais de la représenter autrement, en mettant notamment en exergue cette représentation de cette France qui se pense ou qui se croit marginalisée et qu'on trouve notamment plutôt dans les territoires ruraux, peut-être un peu dans le périurbain, mais certainement pas justement dans ces territoires qui sont les gagnants de la mondialisation. Et pour l'institution, représenter autre chose, parce que si vous ne faites que représenter ce qui est déjà surreprésenté à l'Assemblée nationale... Oui, mais l'Assemblée nationale ne représente pas les territoires, elle représente la nation. Oui, je suis bien d'accord, mais sociologiquement, elle représente plutôt aujourd'hui cette France très ouverte, mondialisée. Et pour le Sénat, il est important de représenter cette France alternative. Pour la droite, dans la stratégie qui est celle notamment de Laurent Wauquiez, et la droite a perdu son centre aujourd'hui. Donc cette frange qui était plutôt attachée à ces territoires-là, métropole, etc., pour la droite, il est également nécessaire aujourd'hui de reconquérir cet électorat-là. Donc pour des raisons politiques et pour des raisons institutionnelles, le cadre départemental pour le Sénat et pour la majorité du Sénat est difficilement à lâcher. Oui, mais la question est de savoir si le cadre départemental, est-ce que c'est bon pour le Sénat, est-ce que c'est bon pour la majorité sénatoriale ? Peut-être, est-ce que c'est bon pour la France ? Ah ça, c'est une question. Non, mais c'est la question. Je veux dire, est-ce qu'on fait... Est-ce que les territoires seront sacrifiés dans cette réforme ? Non, je pense pas. Je pense pas. Les territoires... Alors, les territoires, vous voulez dire les territoires périphériques ou les territoires ruraux ? Ils ne seront pas sacrifiés dans la mesure où on le voit par des expérimentations locales d'un petit village de la Drôme, par exemple, dont j'ai perdu le nom. Vous avez aujourd'hui des territoires dits périphériques qui sont complètement connectés avec les métropoles. Donc il n'y a pas l'opposition entre les métropoles mondialisées et les territoires ruraux qui seraient arriérés. Il y a au contraire une harmonie, et le rôle du Sénat devrait précisément être cette institution qui assure la transition de ces territoires et qui assure la connexion entre ces différents territoires. Et peut-être une harmonie économique, mais en tout cas, il y a un clivage électoral et un clivage dans les représentations de l'électorat qui sont importantes pour les élus. J'aimerais revenir sur un point que vous évoquiez tout à l'heure. En fait, cette réforme constitutionnelle, elle est en 3 volets ou 2 volets et demi. Vous avez un produit d'appel, qui est en fait la réforme du Parlement, qui en fait est plutôt du domaine des lois organiques, de la loi ordinaire, voire du règlement des assemblées nationales, et qui ne va très clairement pas changer notre démocratie. Vous avez des produits dont on parle peu dans la presse, qui sont la réforme du CSM, la réforme des collectivités, qui là ont un vrai poids, et vous avez la suppression de la Cour de justice, de la République. Et vous avez des points qui, d'une certaine façon, mériteraient d'être abordés, mais qui ne sont pas abordés, comme vous le disiez très bien, cette question de la démocratisation et de l'entrée du citoyen dans le Parlement. Et on a l'impression, d'une certaine façon, qu'aujourd'hui, cette réforme, elle s'arrête au milieu du gué. C'est quelque chose d'un peu démagogique. Il s'agit de montrer qu'on marque la Constitution avec des choses faciles, qui semblent relativement consensuelles. Mais ce qui est fondamental dans cette réforme, on a beaucoup tendance à l'oublier. Samuel Le Goff, quand on entend un petit peu ce qui se dit sur ce plateau, on n'a pas besoin de réforme constitutionnelle, finalement ? Si, parce que la réforme de 2008 a quand même amené des changements. On se rend compte à l'usage que le quinquennat a été beaucoup plus loin que ce que l'on pensait.
Et de 2012 à 2017, tout a été bloqué parce que la droite avait un vrai droit de veto. Donc à un moment donné, il faut remettre les pendules à l'heure, recadrer les choses, adapter les pouvoirs. Et là, effectivement, contrairement à ce que pense la droite, elle n'a pas de minorité de blocage. C'est-à-dire quand on additionne les voix LR au Sénat et à l'Assemblée, ça ne fait pas 3/5. Ensuite, au Congrès, c'est les exprimés qui comptent. Il suffit qu'un certain nombre de parlementaires s'abstiennent, font baisser le seuil, et on sait qu'un certain nombre de groupes comme les radicaux ou les centristes sont assez proches d'Emmanuel Macron. Enfin, il peut trouver des terrains d'entente. Et au Sénat, il suffit que le groupe LR se retrouve isolé face à tous les autres groupes et le texte passe. Donc là-dessus, la droite est beaucoup plus fragile qu'elle ne le pense pour empêcher Emmanuel Macron, d'où l'idée justement de négocier. Bon, on est au début de la négociation, chacun montre les muscles, mais ensuite, ça va se décanter. Alors, juste un instant, on va retourner salle des conférences pour une autre réaction à cette double actualité. L'abandon par le gouvernement du projet de construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, mais aussi les vœux à Gérard Larcher. Ils sont attendus d'ici peu avec vous, Saveria Rojek, et c'est le président de la Commission des Affaires européennes, le sénateur LR, Jean Bizet, qui est à vos côtés. Absolument. Bonsoir Jean Bizet, merci de répondre à nos questions. Quelle est votre réaction donc après l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes? Je rappelle que vous êtes non seulement sénateur de la Manche et que vous étiez bien sûr, bien évidemment, favorable à ce projet. Votre réaction donc ce soir? Une grande déception. C'est pas une énorme surprise. On voyait depuis quelques semaines, je dirais, les positions des différents ministres et des différents acteurs sur le sujet. Je suis déçu, extrêmement déçu, parce que il y a quand même eu 178 décisions de justice. Il y a eu un référendum. Et donc, je dirais, la pression médiatique d'un certain nombre de marginaux, disons les choses comme elles sont, l'ont emporté sur la décision des élus et sur un référendum local. Les minorités font la loi? Les minorités font la loi, donc je suis déçu, si vous voulez, que le gouvernement, le président de la République en premier, ait eu peur précisément d'affronter la réalité, d'affronter des gens en plus, je dirais, qui sont hors la loi. La zone à défendre est une zone de non-droit. Or, dans un état de droit, c'est totalement incompréhensible. Aujourd'hui, il faut justement rétablir l'état de droit dans la ZAD. Est-ce que cela peut se faire sans violence ? Je le souhaite, bien évidemment, mais le rétablissement, je dirais, de l'autorité de droit en la matière, on voit déjà comment ça va se passer, puisqu'on appelle, je dirais, les agriculteurs, entre guillemets, parce que ce sont de faux agriculteurs, à rentrer dans un modèle économique. Mais on sait très bien que c'est un leurre, qu'ils essaieront, je dirais, d'évacuer les individus les plus dangereux, mais à mon avis, tous doivent partir parce qu'il y a une occupation illégale, je dirais, d'un terrain qui ne leur appartient pas. En plus, leur modèle économique n'a aucun sens. Leur modèle sanitaire est une provocation par rapport à un État, la France, qui a fait de la sécurité alimentaire et des produits sous signe de qualité sa véritable marque de fabrique. Donc je vous dis, on suit un long feuilleton. Après l'élimination des portiques en Bretagne, eh bien, je dirais la normalisation de gens, si vous voulez, totalement marginaux. Jean Bizet, est-ce qu'à votre sens, le dossier est définitivement clos, ce projet est définitivement enterré, ou bien il peut encore y avoir des recours ? Je l'ignore, mais regardez déjà, comme l'a dit tout à l'heure, ce matin même, le président Wauquiez, le coût que ceci va représenter pour la collectivité nationale du dédommagement de l'acteur économique qui s'appelle Vinci, et des coûts considérables sur, je dirais, la diminution ou la perte d'activité économique de tout le Grand Ouest, au moment où précisément où nous avons besoin du développement économique de toutes ces régions. Jean Bizet, autre sujet d'actualité, on attend d'ici une demi-heure maintenant les vœux du président du Sénat, Gérard Larcher. Il devrait bien sûr s'exprimer sur la réforme constitutionnelle. Qu'attendez-vous de la part du président du Sénat ? Eh bien, qu'il affirme véritablement le poids du bicaméralisme et puis l'intérêt que représente également pour l'ensemble de la collectivité de la réflexion, de la sensibilité des sénateurs, parce qu'il y a une
une action très, très absente aujourd'hui, c'est, je dirais, le poids et l'activité de tout le monde rural. On voit très bien que toutes les réunions en la matière restent lettres mortes quand il s'agit de passer, si vous voulez, à la phase active. Très bien, merci beaucoup. Merci Jean Bizet d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous, Saint-Vérien. Alors que Gérard Larcher vient d'arriver, le président du Sénat, je vous le rappelle, qu'il doit présenter ses vœux. C'est une cérémonie à suivre en direct sur notre antenne. Christophe Castaner est également présent, le secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement. Et il est avec vous, Tam Tranui. Et oui, Christophe Castaner, d'abord, un mot, une réaction à l'actualité du jour. Bien sûr, l'abandon par le gouvernement du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Je suppose que c'est pour vous la meilleure des solutions ou la moins mauvaise qu'il y avait. Il n'y avait effectivement pas de bonne solution, mais une chose est sûre, c'est qu'on a aujourd'hui un gouvernement qui prend des décisions. Depuis bientôt 40 ans, ce projet de Notre-Dame-des-Landes a été porté, mais au fond n'a jamais été mis en œuvre. Ça montre bien toute la difficulté. Et le fait est que ce projet conçu il y a 40 ans est un projet daté, qui n'est plus adapté aujourd'hui aux besoins du développement, notamment de ces deux régions de Bretagne et du Val, pardon, des Pays de la Loire, pas du Val-de-Loire. Et donc aujourd'hui, on voit toute la difficulté d'assumer cette décision. Elle implique d'investir pour développer l'aéroport de Nantes, de soutenir le développement aussi de l'aéroport de Rennes. Elle implique aussi le retour de l'état de droit. Ce qui se passe à la ZAD aujourd'hui n'est pas acceptable et nous mettrons tout en œuvre pour que l'état de droit revienne aussi sur ce territoire. Justement, sur la ZAD, tout de même, il y a ce délai jusqu'au printemps qui est laissé pour les zadistes. Vous entendez déjà les mécontentements que cela suscite ? Nous sommes ici au Sénat. Le Sénat, c'est la maison de la loi. Il est normal que le gouvernement respecte la loi. Vous savez comme moi que des gens qui habitent, même sur un terrain qui est squatté, qui est occupé sans droit ni titre, sont aujourd'hui considérés comme des habitants. Et la loi prévoit que jusqu'au printemps, vous n'avez pas la possibilité de déloger. Et donc évidemment, le gouvernement va respecter la loi. Mais une chose est sûre, c'est que la libre circulation sur ces espaces, elle n'est pas concernée par cette interdiction d'expulser quelqu'un qui est logé sur le site. Et donc nous veillerons à rétablir le droit. Il n'y aura pas de zone de non-droit nulle part, ni à Notre-Dame-des-Landes, ni ailleurs. Et nous interviendrons notamment pour libérer les réseaux routiers et l'accès sur ce site si c'était nécessaire. Mais j'invite celles et ceux qui se sont mobilisés contre le projet, alors même que le projet n'est plus là, ils n'ont plus de raison de rester sur le site. Et donc, nous espérons ne pas avoir besoin d'user de la force de la police, de la force du droit, pour leur demander de se retirer. Alors, un mot, Christophe Castaner, bien sûr, nous attendons les vœux de Gérard Larcher d'ici quelques minutes dans le contexte d'une révision constitutionnelle compliquée. On a entendu notamment François de Rugy avertir le Sénat, le mettre en garde sur toute tentation de blocage. Qu'en pensez-vous ? Vous savez, moi, la feuille de route que j'ai, c'est celle que les Français ont donnée au président de la République au moment de l'élection présidentielle, avec un certain nombre d'engagements qui doivent avoir une traduction constitutionnelle. Ces engagements, le président Emmanuel Macron les a rappelés au Sénat. Oui, mais je crois que les sénateurs, le président Larcher, les présidents de groupe sont attentifs aussi à ce que souhaitent les Français. Aujourd'hui, les Français ont besoin de renouvellement de la vie politique. Et je pense que le Sénat y a toute sa place. Le président de Larcher l'a montré dans la capacité à réformer en profondeur cette institution. Et donc, je crois que nous devons trouver le chemin de la discussion et trouver un accord pour répondre à cette attente des Français. Je crois qu'il n'y a pas un sujet qui serait un obstacle total, notamment celui du non-cumul dans le temps. Un sénateur aujourd'hui, si cette réforme constitutionnelle était mise en œuvre, pourrait être encore sénateur pour finir son mandat et être encore sénateur pendant 18 ans. Je pense que c'est une douce violence. Il y a également d'autres sujets, notamment sur la réduction du nombre de parlementaires, la place que doivent avoir dans ce cadre les territoires ruraux ou encore sur la proportionnelle. Tout cela, ça fait partie des lignes rouges ou fortement clignotantes, a dit Gérard Larcher. Ce sont des éléments de discussion et la revendication, par exemple, de la revendication territoriale est à la fois parfaitement légitime pour les sénateurs et le président du Sénat, mais elle l'est aussi parce qu'elle correspond à notre volonté d'avoir cette représentation-là. Nous devons respecter le cadre constitutionnel. Vous savez qu'on ne peut pas être le sénateur d'un territoire de 10 000 habitants et le sénateur d'un territoire de 200 000. Et donc il faut trouver ce point d'équilibre. De même, sur la proportionnelle, on a besoin d'une meilleure représentation. Mais si effectivement vous mettez un seuil de proportionnel trop élevé, ça rendrait le territoire d'élection des sénateurs ou même des députés peut-être un peu trop grand. Ça, ce sont des sujets avec lesquels nous devons poursuivre les échanges et je ne doute pas que la concorde à laquelle on appelle toujours au moment des vœux puisse se retrouver dans nos discussions. Merci beaucoup Christophe Castaner. Des échanges, il y en aura, puisque d'ailleurs Gérard Larcher, tout comme François de Rugy, sont reçus demain à Matignon par Édouard Philippe sur la question de la révision constitutionnelle.
Merci à vous, Marianne Coandé. On entend Christophe Castaner, cette main tendue de l'exécutif. Vous partagez son optimisme, il y aura un terrain d'entente avec le Sénat ? J'espère qu'il y aura un terrain d'entente, parce que sinon le Sénat, s'il se braque trop, pourrait risquer sa peau, donc ça serait un petit peu dommage pour lui. Je pense qu'il y a aussi d'autres éléments dans la réforme qui peuvent être importants, qu'on a parlé effectivement d'augmenter la participation citoyenne. Il faut réformer le Conseil constitutionnel. Les anciens présidents n'ont rien à y faire. Les amicus curiae doivent être publics, c'est-à-dire que les interventions faites, notamment par des entreprises au sein du Conseil constitutionnel, doivent se faire dans la transparence et la publicité. Il doit y avoir également un changement dans les modes de désignation des membres constitutionnels pour faire que cette institution soit un peu moins politique, un peu plus juridique. On peut aussi faire rentrer, ça a été évoqué, la protection du climat dans la Constitution, à condition de la sortir aussi de la protection de la biodiversité et d'autres éléments. Donc on peut adapter notre Constitution à l'évolution de la situation de la planète. Ça serait également une très bonne idée. On peut aussi imaginer de faire élire le Premier ministre par les parlementaires, par les députés, ce qui permettrait de rééquilibrer un petit peu les pouvoirs, d'atténuer un peu la surpuissance présidentielle. Et puis certaines idées sont évoquées pour des élections à mi-mandat ou que ce soit donc des parlementaires, pourquoi pas un renouvellement partiel des députés ou une élection du président au milieu du mandat des députés. Donc on peut casser aussi la surpuissance présidentielle. Je crois qu'on parle d'équilibre des institutions. Il faut bien voir qu'actuellement, l'Assemblée nationale n'est pas suffisamment puissante dans la démocratie qui est celle de la France, que le Sénat mérite d'être puissant à condition d'être légitime et que le président de la République est trop puissant. Et donc il convient d'agir sur tous ces terrains-là. Et donc si le président du Sénat se braque sur telle ou telle question, c'est pas forcément dramatique. Il y a d'autres moyens d'intervenir, notamment pour le mode d'élection sur la question de la proportionnelle. Ça ne relève pas de la compétence des sénateurs. L'introduction d'une dose de proportionnelle à l'Assemblée nationale n'est pas de la compétence des sénateurs. Et juste un mot pour terminer, on parle beaucoup de la défense des territoires, c'est-à-dire de la campagne. Moi, je viens de la campagne et je suis très consciente de la nécessité de protéger les campagnes, les agriculteurs, etc. Mais je suis désolée, ça relève avant tout de la compétence des députés qui représente l'ensemble de la France et du gouvernement. On n'a pas besoin d'avoir un Sénat nécessairement conservateur et qui surreprésente une partie de la population pour protéger efficacement les campagnes. Benjamin Morel, beaucoup de thèmes sont sur la table. Est-ce que vous redoutez finalement une révision de la Constitution à minima ? C'est plutôt ce qui semble se profiler à ce stade, c'est-à-dire que je suis absolument d'accord sur l'idée qu'il faudrait à la fois rééquilibrer les pouvoirs et pas seulement rééquilibrer les rapports entre les deux chambres du Parlement et introduire peut-être plus de démocratie directe. On n'en prend clairement pas le chemin. C'est-à-dire qu'on a une révision dans laquelle on va modifier un certain nombre de choses qui ne marchent pas, typiquement les anciens présidents au Conseil constitutionnel, etc. Et sinon, on va se contenter de quelque chose de relativement cosmétique, pour ne pas dire populiste, sur le nombre de parlementaires, qu'on peut juger utile ou pas utile. Il y a du pour, il y a du contre. Il est par exemple très bien que les parlementaires aient plus de moyens. Si pour ça il faut en réduire le nombre, c'est une bonne chose. Ça les rend probablement également moins représentatifs. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? Dans tous les cas, on ne touche pas aux grands équilibres des institutions. Alors après, cette révision, le projet de loi va être déposé à l'Assemblée nationale. Les députés et les sénateurs peuvent s'en servir. C'est-à-dire que cette révision, elle ne s'arrête pas le jour où le gouvernement va l'avoir mis en place. Et ça va être aux députés et aux sénateurs de vraiment, en cette occasion assez rare, pouvoir tenter de repenser les institutions. Pas certain, au vu de la discipline actuellement de la majorité de l'Assemblée nationale et des tensions au Sénat. Alors Benjamin Morel, je vous coupe puisqu'on va aller voir Tam Tranu qui nous fait vivre l'arrivée des sénateurs qui vont écouter les vœux du président du Sénat. Vous êtes avec la présidente du groupe communiste, la sénatrice Éliane Assassi. Oui, Éliane Assassi, bonjour. Qu'est-ce que vous attendez des vœux de Gérard Larcher ? On l'attend notamment sur la question de la révision constitutionnelle où on le sait, il y a un certain nombre de désaccords avec l'exécutif. Écoutez, je ne parlerai pas au nom du président Larcher, mais à l'évidence, effectivement,
nous sommes nombreux au Sénat, plusieurs groupes, à ne pas partager le projet qui va être soumis par le président de la République en termes de révision de la Constitution. Pour vous, y a-t-il vraiment des problèmes ? Il y en a plusieurs. Beaucoup mettent en avant les 3 mandats consécutifs, ce qui est une problématique effectivement. Mais moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est sur la diminution du nombre de parlementaires, donc que ce soit les députés ou les sénateurs, et donc le mode d'élection de ces parlementaires. Représentation des territoires ruraux. La représentation des territoires, etc. Et puis un autre aspect qui pour moi est aussi démocratique, c'est le pluralisme, la diversité des positionnements politiques qu'on doit retrouver dans nos chambres parlementaires. Pour moi, ça, c'est un des piliers de la réforme constitutionnelle. Vous êtes parfaitement sur d'accord lequel avec Gérard Larcher, d'ailleurs. Je ne sais pas si je suis totalement d'accord avec Monsieur Larcher. Moi, je l'ai beaucoup entendu parler des 3 mandats consécutifs. Je vois bien qu'il y a des choses qui ont bougé, notamment sur la réduction du nombre de parlementaires. Nous n'avons pas terminé les travaux du groupe de travail qu'il a mis en place. Nous avons encore une réunion demain matin et nous aurons une réunion conclusive le 23 janvier. Mais j'ai le sentiment que les choses avancent aussi et qu'il y a des réticences à vouloir aller dans le sens de ce qui est proposé par le président de la République. Après, il y a d'autres mesures sur lesquelles Vous pensez que la révision constitutionnelle est quand même mal engagée pour l'instant ? Je pense aujourd'hui, je ne vous l'aurais pas dit il y a 3 semaines, mais je pense qu'aujourd'hui elle est mal engagée. Alors se pose une autre question. Si le président de la République n'obtient pas les 3/5, c'est la voie du référendum. Il pourrait considérer, parce que vu les questions qui sont posées dans ce projet de réforme constitutionnelle, demander aux gens s'ils sont d'accord sur la réduction du nombre d'élus, ils diront oui. Sur les 3 mandats consécutifs, ils diront oui. Et donc le président pourrait se dire, je fais un référendum et ce sera un plébiscite pour son projet. Donc je pense qu'il faut en revenir à l'essence même de ce projet de réforme constitutionnelle, à y intégrer des réflexions politiques au vrai sens du terme, et donc reposer les questions fondamentales pour moi qu'on vient d'évoquer là, c'est-à-dire le pluralisme, la représentation des territoires, et puis un équilibre aussi entre l'Assemblée et le Sénat, qu'on respecte l'équilibre qui existe aujourd'hui, 62% de députés, 38% de sénateurs, parce que se posent d'autres questions après aussi. D'accord, merci beaucoup Eliane Assassi pour votre réaction. Et puis je vois Claude Malhuret, le président du groupe des indépendants ici au Sénat. Alors justement, Claude Malhuret, peut-être une question sur ce que vous attendez des vœux de Gérard Larcher, que l'on attend notamment dans ce contexte compliqué de la révision constitutionnelle. Il va certainement en être question. Je crois que je suis certain que les vœux de Gérard Larcher correspondront à ce que souhaite la majorité des sénateurs. Ça fait 3 ans que Gérard Larcher est revenu président du Sénat et qu'il a contribué considérablement à la réémergence du Sénat qui avait perdu des plumes dans les années précédentes. Je crois que on était ce matin dans la réunion des présidents de groupe, on a parlé de la réforme constitutionnelle. Je crois que ce que Gérard Larcher va annoncer, c'est une position ouverte du Sénat, une position qui prend en compte les souhaits du président de la République, mais en même temps qui réaffirme un certain nombre de principes. Je crois que tout le monde est d'accord, et il va sans doute le dire, sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, sur la Haute Cour de justice, sur le Conseil constitutionnel, mais que le vrai sujet aujourd'hui, c'est celui de l'exercice du mandat parlementaire, c'est celui de redorer le blason du Parlement qui en a besoin. La réduction du nombre de parlementaires, la proportionnelle, le non-cumul des mandats dans le temps. Exactement, qui sont des sujets importants. Pour moi, le sujet le plus important, je viens d'un département rural, c'est que je comprends qu'on puisse diminuer le nombre des députés et des sénateurs, mais je ne comprendrais pas que 50 départements se retrouvent avec un seul député, un seul sénateur, parce que c'est pas comme ça qu'on va permettre un meilleur exercice du mandat parlementaire. Il faut un nombre minimum de parlementaires, et si c'est couper des têtes pour couper des têtes, je pense que ça ne servirait à rien. Au contraire, ça éloignerait les parlementaires, les députés et les sénateurs de leurs concitoyens. Est-ce que vous direz que le dialogue aujourd'hui avec l'Assemblée nationale est crispé sur ce sujet? On a entendu notamment François de Rugy mettre en garde contre toute tentation de blocage de la part du Sénat, et c'est possible de la part du Sénat puisqu'il faut les 3/5 des suffrages exprimés. Oui, en tout cas, c'est pas la position du président du Sénat qui n'est pas bloqué, qui ne raisonne pas en termes de blocage. Je pense que
les attitudes qui consistent à dire attention, si vous n'êtes pas sage, ça va pas se passer, ça va pas bien se passer, ce sont des positions dont on pourrait faire l'économie, à mon avis. Merci beaucoup Claude Maluret pour votre réaction donc avant ces vœux de Gérard Larcher que l'on attend d'une minute à l'autre. Merci à vous Tam pour ces réactions. On en revient toujours à cette question. Pas question, d'entendez Claude Maluret à l'instant, que 50 départements soient représentés uniquement par un député, un sénateur. Cela ne permet pas d'exercer dans de bonnes conditions le mandat parlementaire. Oui, si vous voulez, c'est pire à la rigueur que les lignes rouges de Gérard Larcher, parce que ça veut dire même qu'il ne faudra à ce moment-là pas baisser le nombre de parlementaires. Parce que si jamais on baisse le nombre de parlementaires, il y aura dans 50 départements un seul sénateur. Et ce qui est très intéressant, c'est qui parle, c'est-à-dire Claude Maluret, c'est-à-dire le président d'un groupe qui s'est autonomisé des Républicains parce qu'il voulait être plus proche d'Emmanuel Macron. Donc on voit que là, le clivage, il n'est pas tellement entre centre orléaniste, macronien et droite plus dure. Il est vraiment entre le Sénat ou des communistes. On a écouté Aliane Assassi jusque à la droite. Il y a tout de même des lignes rouges qui sont intériorisées par chacun. Et de l'autre côté, l'Assemblée nationale, où la majorité, La République En Marche, elle est sur une position très en adéquation avec celle du président de la République. Donc là, il y a un vrai clivage entre les deux chambres. Marianne Cornet. Oui, je voudrais rappeler tout de même l'origine historique du département. Pourquoi a-t-on choisi les départements? Parce que la taille du département était calculée sur le fait qu'on puisse se rendre d'un point à l'autre, enfin de n'importe quel point du département jusqu'à son centre, en passant une journée à cheval. Aujourd'hui, on a des moyens de transport autrement plus efficaces, on a des moyens de communication autrement plus efficaces, donc il faut aussi relativiser un petit peu les choses, se souvenir que cette origine historique du département n'a plus de raison d'être. Ceci dit, effectivement, il est important qu'à l'Assemblée nationale comme au Sénat, les Français puissent connaître leurs représentants, puissent aller les voir. Encore une fois, Marianne Cornet, on a bien vu au moment de la discussion de la loi NOTRe, les sénateurs ont sauvé le département, cet échelon n'a pas été supprimé. Alors, il faut bien en tenir compte. Oui, mais le micro sauve. Si vous voulez, le département dans l'histoire, je partage totalement ce que vient de dire Marianne, mais si on veut, et je pense que c'est la logique actuelle, si on veut aller vers une France davantage décentralisée, depuis la révision de 2003, l'instrument de la décentralisation, c'est pas le département. Le département, c'est l'instrument de la centralisation jacobine. La décentralisation se fait par les communes. Le mouvement communal, tu parlais de la Révolution, la commune, la fédération des communes. Et donc, si on veut avancer vers une décentralisation de la France, ça se fera par les communes, par les intercommunalités, par les métropoles. Et, alors j'allais dire malheureusement, moins par le Parlement. Mais il ne faut pas se figer sur des organisations du territoire qui ne correspondent plus au mode de vie. Marianne Cohen a parfaitement raison, au mode de vie actuel de nos concitoyens. Pour revenir à votre question de tout à l'heure, est-ce qu'il faut vraiment une révision constitutionnelle? La réponse est oui. La réponse est oui. Il faut une révision constitutionnelle parce que notre Constitution a été imaginée en 1958 et à un moment où la société était plutôt verticale. Et là maintenant, nous sommes, disons, dans une société plus horizontale. Et il faut donc adapter nos institutions. Si j'écoute ce qui se dit, accord sur la modification du Conseil constitutionnel, accord sur la révision du Conseil supérieur de la magistrature, accord sur la suppression de la Cour de justice de la République. Ça, c'est important. C'est-à-dire, vous allez renforcer l'autorité de droit et vous allez renforcer l'autorité et l'indépendance de la justice. C'est ce qu'on attend, que la justice ne soit plus soumise au pouvoir politique. On fait une réforme du Conseil supérieur de la magistrature, que les citoyens aient confiance dans le Conseil constitutionnel parce qu'il n'y aura plus les anciens présidents, etc. Et on est d'accord. Sur quoi se bat-on? Sur des objets qui ne font pas l'objet d'une révision de la Constitution. On se bat sur des objets cumul dans le temps, proportionnels, qui ne sont pas l'objet de la révision constitutionnelle. Donc, arrêtons de jouer ce petit jeu. Oui, en fait, je rejoins un peu le professeur Rousseau là-dessus.
le vrai enjeu de cette réforme n'est pas seulement dans la révision constitutionnelle, mais dans une nouvelle façon de faire de la politique. Et c'est vrai qu'on entend un peu de la part de parlementaires, mais s'il n'y a qu'un député, un sénateur par département, comment va-t-on faire? Et là, ils ne vont pas jusqu'au bout de leur remarque, qui est comment va-t-on faire comme on faisait autrefois? Exactement. Et en fait, on sent qu'il y a une destruction en cours de la manière de faire de la politique, le non-cumul des mandats dans le temps, le non-cumul avec un mandat exécutif, le fait qu'ils se retrouvent dans des grandes circonscriptions où effectivement, ils n'ont plus un ancrage de mandat, ils ont un territoire trop grand pour justement pouvoir vraiment le sillonner et se dire « je suis le représentant de mon territoire », c'est en fait une nouvelle façon d'être député, d'être sénateur, qu'ils n'envisagent pas parce qu'ils sont tellement dans le modèle de fonctionnement tel qu'il existe. Et on se rend compte à l'Assemblée nationale, en fréquentant les nouveaux députés qui débarquent, notamment de La République En Marche, qu'eux ne sont pas dans ce modèle. Alors, le nouveau modèle est encore à inventer. C'est clair, ça bouillonne de partout, c'est pas stabilisé, ça mettra du temps. Mais je pense qu'Emmanuel Macron est en train de finaliser cette réforme qui, justement, pourrait permettre une redistribution des rôles entre citoyens et représentants. On est dans un bouillonnement, ça change, ça bouge, et quelque part, la révision constitutionnelle sert à faire sauter quelques verrous, pour ensuite, on reconstruira, on verra. Marianne Coandé, pardon. Oui, juste pour rajouter quelques mots sur l'évolution de la Constitution dans un sens plus protecteur de l'environnement. Donc il y a plusieurs choses qui me semblent extrêmement importantes. D'abord, affirmer dans l'article 1 de la Constitution le principe du respect des limites planétaires, c'est-à-dire qu'on arrête de faire des lois qui n'ont aucun sens parce qu'elles vont dans le sens de la destruction de la planète. On réfléchit à ces aspects-là. Alors on voit, François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale qui est arrivé au Sénat. Il est accompagné de Gérard Larcher qui doit donc s'exprimer d'ici quelques instants. Et puis il y a d'autres aspects également. La réforme du CESE qui pourrait être également très intéressante, à la fois pour plus de démocratie participative, éventuellement introduire des personnes tirées au sort, et notamment des représentants de l'environnement. Et puis l'instauration qu'on a proposée dans un petit ouvrage du Haut Conseil de l'environnement, pour que toutes les institutions, depuis les juridictions, le Conseil constitutionnel ou les autres, mais aussi surtout les deux chambres du Parlement et le gouvernement, de conseils sur l'environnement pour connaître l'état des connaissances dans ces matières, et aussi valoriser les expériences positives, parce que là, il y a vraiment un mouvement très important, ancré justement dans le monde rural, mais un mode rural rénové, un monde rural plus respectueux de l'environnement et qui assume cette mission de service public, de protection des écosystèmes, des terres, de l'eau, de la lutte contre la pollution. Dominique Rousseau. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que réduire le cumul dans le temps des parlementaires est plus important que reconnaître aux citoyens un droit de pétition et le droit de faire inscrire à l'ordre du jour des sujets qu'ils estiment importants? Qu'est-ce qui est le plus important? Instaurer le cumul dans le temps, ou bien réformer le Conseil constitutionnel pour en faire une vraie cour constitutionnelle, une vraie juridiction constitutionnelle? Ce sont les arbitrages qui doivent être rendus. Oui, mais moi, ma réponse elle est donnée. Je veux dire, la réforme, si on veut une véritable révision de la Constitution qui ouvre enfin sur un horizon démocratique, c'est là qu'il faut jouer. C'est pas sur est-ce qu'on va limiter le cumul des mandats à 2, 3... Non, c'est sur ces institutions-là qui sont nouvelles, qui sont plus attentives à la société, qui sont plus attentives sur les questions environnementales et qui vont ouvrir notre société. Je suis absolument d'accord. Et le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il est parti bille en tête sur cette réforme constitutionnelle en mettant en avant le Parlement. Voilà. Et le problème, c'est que le Parlement n'est pas, déjà, encore une fois, ça ne relève en grande partie pas de la Constitution, et ce n'est pas vraiment ce qui va changer les choses. Or, le problème, c'est que comme il en a fait un marqueur politique, dès sa campagne d'ailleurs, il s'est piégé lui-même en quelque sorte. Il s'est un peu piégé et il en a encore rajouté en disant c'est ça ou le référendum, c'est ça ou en fait l'utilisation de l'article 11, donc quelque chose dont la constitutionnalité est discutée et qui en plus représente un risque politique important. Donc, si jamais Emmanuel Macron recule et qu'il ne soumet pas au référendum, c'est une défaite politique pour lui. Donc il est obligé de rentrer dans une logique de conflit sur des points qui ne sont pas des points très importants, mais qui symboliquement, politiquement,
eh bien, le pousse à résister. Elle n'est pas écartée, cette hypothèse d'avoir recours au référendum, selon vous, Samuel Goff, en cas de blocage au niveau parlementaire des deux assemblées pour faire adopter cette révision constitutionnelle? Alors, je pense qu'il n'hésitera pas effectivement, mais qu'il regardera attentivement les conditions du référendum, parce que c'est quand même une arme à double tranchant. On a vu des référendums lancés avec des sondages mirifiques, et puis arrive le jour du vote et le résultat est inverse. Donc tout dépendra de sa popularité, de la manière dont il va communiquer sur la responsabilité de l'échec, parce que là, il y a une guerre de communication qui se double. Ensuite, est-ce que la façon dont la question est posée, est-ce que finalement, en cas d'échec, il n'est pas obligé de reprendre le texte voté? Il peut très bien sortir un autre texte qui, là, démantèle le Sénat. Enfin, on peut tout imaginer. C'est une autre réforme qui s'ouvre s'il y a référendum. Sur cette question, Benjamin Morel. Oui, c'est un grand danger, si vous voulez. Et il faut regarder les sondages récents avec beaucoup de pincettes. C'est-à-dire que s'il se contente de dire « Ah, je suis haut dans les sondages, donc je peux réformer », c'est extrêmement dangereux. Si vous regardez les enquêtes qualitatives qui suivent ce sondage, on voit que la France divisée par 4, elle continue à exister. Et que vous avez malgré tout une majorité qui, certes, est passive et dit finalement le président de la République représente bien, mais malgré tout, sur des points fondamentaux comme cette question de centre-périphérie, il y a encore des points de blocage très forts. Et pour le Sénat, pour la droite, un tel référendum où elle pourrait se faire, la droite, la porte-parole de la France périphérique, ce serait un très bon coup à jouer. Dominique Rousseau. Oui, et en plus, je crois qu'il y a un problème de procédure. C'est-à-dire, si le président Macron entame la révision constitutionnelle avec la voix de l'article 89, une fois qu'il est rentré dans la voie de 89, il ne peut plus prendre l'article 11. Alors, Dominique Rousseau, on va ou alors il faut qu'il abandonne complètement. entendre Gérard Larcher, le président du Sénat. Vous le voyez sur ces images, il se prépare, entouré des vice-présidents du Sénat, mais aussi devant les présidents des groupes parlementaires. Et aussi, on l'a vu, François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale. Voilà, Gérard Larcher qui devrait s'exprimer d'ici quelques instants. Alors en attendant, Dominique Rousseau, on continue d'évoquer pour lui les enjeux de cette révision constitutionnelle. Oui, si le président de la République ne peut agir par référendum, dans le biais de l'article 89, que si le texte a été adopté en termes identiques par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Dans l'hypothèse où le Sénat n'adopterait pas en termes identiques la réforme, il ne peut pas le référendum. La réforme est bloquée. Il doit à ce moment-là arrêter et dire je change de procédure, je prends la procédure de l'article 11 avec un autre texte. Mais là, alors là je rejoins ce que vous disiez, sur le plan politique, c'est dangereux. C'est très dangereux parce que n'oubliez pas que l'article 11 c'est le coup d'État. C'est le coup d'État permanent, disait François Mitterrand, et c'est là-dessus qu'il a fait son livre, c'est là-dessus que toute la gauche a condamné le général de Gaulle en 1962 et en 1969, lorsqu'il a révisé la Constitution, par ce biais-là. Alors, on va tout de suite écouter Gérard Larcher pour ses vœux. C'est donc en direct sur Public Sénat. De l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre en charge des relations avec le Parlement, Madame et Monsieur le ministre avec lequel, j'allais dire, nous avons des relations particulières, mais je le comprends, Mesdames et Messieurs les vice-présidents qui m'entouraient ce soir, Madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale, mes chers collègues questeurs, Mesdames et Messieurs les secrétaires du bureau du Sénat, Mesdames et Messieurs les présidents de commission, Mesdames et Messieurs les présidents de groupe du Sénat, mais aussi de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les présidents de délégations et offices, mes chers collègues, Monsieur le Président de l'Amicale du Sénat, Monsieur le Secrétaire général de la Présidence, Monsieur le Secrétaire général de la Questure, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs, je souhaite vous dire combien je suis heureux que nous nous retrouvions. Nous sommes, pardonnez-moi, un peu entassés, mais c'est la chaleur et d'un accueil pour célébrer cette nouvelle année. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je salue votre présence. J'ai entendu hier encore votre attachement au Parlement et donc au bicamérisme. Pour qu'il fonctionne, il faut que les deux chambres dialoguent, qu'elles dialoguent entre elles dans un esprit positif. Nous y veillerons ensemble.
L'année qui vient de s'achever aura été le théâtre de bouleversements politiques. Et force est de constater une nouvelle fois la solidité et la stabilité de nos institutions qui permettent au président de la République d'agir, de mettre en œuvre la politique pour laquelle il a été élu. C'est la Constitution de la Ve République. Le premier tour de l'élection présidentielle, les élections sénatoriales et une récente élection territoriale ont démontré combien notre pays demeurait confronté à de multiples fractures, qu'elles soient politiques, sociales, territoriales, ethniques ou religieuses. Cette année qui s'achève, ou qui s'est achevée il y a un peu plus de 15 jours, aura été une nouvelle fois entachée par des actes barbares sur les Champs-Élysées ou à Marseille. Ces crimes démontrent que malgré la défaite en cours de Daesh au Levant, le combat contre l'islamisme radical n'est pas terminé. Face à ces défis, le Sénat est attentif à la restauration de l'autorité de l'État. Il est garant d'une République une et indivisible, de la métropole aux Outre-mer. Le Sénat sera initiateur de libertés nouvelles accordées à nos collectivités territoriales, dont l'expérimentation, l'adaptation et la différenciation seront les maîtres mots. Garant de l'unité nationale, le Sénat sera régalien, faisant de la défense, de la sécurité et de la justice des priorités. Les terribles agressions dont ont fait l'objet les forces de l'ordre et les sapeurs-pompiers en début d'année démontrent combien certains territoires doivent être concrètement réintégrés au sein de la République. Et nous le savons tous, en étant régaliens, nous répondrons à une attente, pour ne pas dire à une impatience des Français. Ils demandent que leurs élus, que leurs gouvernants disent non au renoncement, et notamment quand il s'agit de projets bénéficiant de l'onction du suffrage universel. Mais le Sénat veille aussi à la cohésion sociale de notre pays et à l'indispensable dialogue social. 2018 sera l'année d'une réforme importante en matière de flexi-sécurité. En rénovant notre assurance chômage, la formation professionnelle, l'apprentissage, nous pourrons, nous l'espérons, offrir aux jeunes, aux salariés, aux demandeurs d'emploi des outils d'une insertion professionnelle et d'un retour plus rapide sur le marché du travail. Et je le dis là, le Sénat sera particulièrement attentif, notamment au lien avec le territoire. Le renforcement de notre cohésion nationale passe aussi par l'instauration d'un dialogue renouvelé et sans doute plus volontariste avec les religions. Ceci n'est nullement incompatible avec la réaffirmation de la laïcité, que je préfère toujours sans adjectif. Le Sénat devra être attentif à la défense des valeurs républicaines, mais aussi à la défense de la culture et de la langue française, qui doivent être un moyen de renforcer l'appartenance à la communauté nationale et le rayonnement de valeurs universelles, tout en tenant compte de la diversité culturelle de nos territoires. Enfin, la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté se tiendra à l'automne prochain. Elle devra être exemplaire dans son organisation, incontestable dans son résultat, et le Sénat, très attaché à ce dossier, y veillera tout particulièrement. Le président de la République et le gouvernement disposent d'une large majorité à l'Assemblée nationale. C'est le fait majoritaire, renforcé depuis la réforme du quinquennat. Le Sénat doit plus que jamais montrer qu'il est garant de l'équilibre des pouvoirs, c'est d'ailleurs dans notre nature. Notre Assemblée a poursuivi sa mission avant et après l'élection du 24 septembre dernier. Représenter les territoires, représenter les élus et nos concitoyens, proposer, faire la loi, contrôler le gouvernement.
Mes vœux s'adressent donc à vous, mes chers collègues. Vous qui enrichissez nos débats de vos interventions et de vos travaux, de votre action sur le terrain, en métropole, dans nos outre-mer, auprès de nos compatriotes établis hors de France. Mes vœux s'adressent à mes collègues membres du bureau et de la conférence des présidents, dont je salue l'engagement et avec qui nous partageons le souci commun de l'institution sénatoriale. Le temps des vœux est aussi le moment de se souvenir de celles et ceux qui nous ont quittés l'an dernier. Je pense particulièrement à Nicole Bricq, à François Fortassin, à Patrick Masclet. Je pense aussi à Nelly Olin. Je pense à Jack Rallit et d'autres anciens collègues qui marquèrent la Haute Assemblée de leur personnalité et de leurs travaux. Mes chers collègues, grâce à vous, l'exigence législative du Sénat a été au rendez-vous de 2017. Notre Haute Assemblée a imprimé sa marque sur nombre de textes, qu'il s'agisse du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, qu'il s'agisse des propositions de loi sur le redressement de la justice, de la proposition de loi simplifiant des normes applicables aux collectivités territoriales en matière de services publics d'eau potable ou du projet de loi de programmation des finances publiques. Le Sénat a exprimé sa position lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale, à propos, entre autres, de la hausse de la CSG sur les retraites. Lors de la discussion du projet de loi de finances, nous avons pu faire entendre notre différence à propos du nouvel impôt sur la fortune immobilière ou de la réforme de la taxe d'habitation. En matière de fiscalité locale, le groupe de travail créé par la Commission des finances fera des propositions quant à une réforme de la fiscalité locale garantissant l'autonomie financière des collectivités territoriales. Je me suis exprimé en ce sens lors de la dernière conférence nationale des territoires, Monsieur le ministre, à Cahors. À partir de maintenant, nous allons entrer dans le concret en mobilisant d'ailleurs, et c'est sans doute la première fois à ce point, des moyens autonomes d'étude. C'est la vocation du Parlement que l'initiative et le contrôle. Le Sénat a fait des propositions au sujet du logement social au cours du débat budgétaire. La conférence de consensus sur le logement, qui s'est ouverte le 12 décembre dernier, réunit toutes les parties prenantes et contribuera à l'élaboration du futur projet de loi logement. Et j'attends, Madame et Messieurs les ministres, j'attends du gouvernement qu'il prenne en compte concrètement les travaux qui sont conduits et qui connaissent une influence et un intérêt très particuliers. Au plan de la sécurité extérieure, nos forces armées assurent une mission exemplaire. Ils l'assurent aussi au plan de la sécurité intérieure. Notre commission de la Défense, des Affaires étrangères et des Forces armées aura à se prononcer sur les moyens accordés à nos armées dans le cadre de la future loi de programmation militaire et à veiller à ce que soit engagé le renouvellement de notre dissuasion nucléaire avec pour objectif d'atteindre les 2% du PIB pour notre budget de la défense. En matière de sécurité intérieure, le Sénat a approuvé la création d'une commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité. Face aux difficultés matérielles et morales auxquelles sont confrontées les forces de l'ordre, et en ce début d'année, moi je les ressens fortement, le Sénat estime indispensable d'analyser l'état des forces de sécurité dans notre pays. La question des migrations, et le président de la République l'a évoqué hier, pose un vrai défi à notre pays et un vrai défi à l'Union européenne. Elle est aussi miroir de l'état du monde. Nous savons que c'est un problème majeur auquel nous devons trouver des réponses entre drames humains, respect du droit d'asile, immigration économique qu'il faut contrôler, exigence d'intégration et co-développement indispensable. Il va nous falloir tracer la voie au-delà des mots
et des déclarations. Nous aurons à aborder ce sujet, notamment lors de la discussion du projet de loi sur l'immigration. Ce sera aussi un sujet avec nos collègues, et nous avons pris un certain nombre d'initiatives, des parlements nationaux de l'Union européenne. Sous l'impulsion de notre commission des affaires européennes, le Sénat restera pleinement mobilisé sur de grands dossiers. Bien sûr, le Brexit, le futur de la politique agricole, les convergences sociales et fiscales, l'Europe de la défense. Tout en étant plus proche des citoyens par le renforcement de la subsidiarité, et nous avons une responsabilité particulière, les parlements nationaux, en matière de respect de la subsidiarité. Le Sénat fera tout pour favoriser les convergences les plus larges possibles autour du futur projet de révision des lois de bioéthique qui nous est annoncé. Le Sénat débat de ces sujets depuis longtemps. Le texte présenté doit faire l'objet d'abord d'une véritable expertise et ensuite d'un véritable débat en profondeur où nous devrons prendre le temps. La semaine passée, je présentais mes vœux auprès de collectivités très diverses ou d'institutions les représentant. Jeudi, c'était le nouvel institut des métropoles. Vendredi, c'était dans le bocage d'Onfronté, à Chancecret, une commune rurale au bord de la forêt d'Andenne. Samedi, dans une sous-préfecture historique de mon département. Lundi, c'était avec l'Assemblée des départements de France. La cohésion de notre pays, c'est l'équilibre des territoires. Et je le dis avec force et conviction parce que je pense que c'est essentiel. Un principe que j'ai d'ailleurs réaffirmé au président de la République en lui rappelant, je me cite, que les collectivités territoriales ne sont pas le problème, mais une des clés des solutions, et donc une chance pour la France. Cet équilibre des territoires, le Sénat le défend à travers la mission de contrôle et de suivi des lois de réforme territoriale de la Commission des lois, qui se penche sur la question essentielle de la place, notamment de l'échelon communal. Il le défend à travers la délégation aux collectivités territoriales. Elle s'est saisie de la question de la revitalisation indispensable des centres-villes, notamment de petites villes, et des centres-bourgs. Elle a aussi constitué un groupe de travail chargé de mener une réflexion sur le statut des élus locaux. Nous restons très attentifs au devenir du département, qui n'est pas la nostalgie d'une organisation post-révolutionnaire, mais une proximité encore plus indispensable aujourd'hui. Si cet équilibre des territoires passe, comme nous l'avons proposé, par une plus grande liberté accordée à nos territoires, cela doit se faire sans fracturer la République. Le président de la République a proposé que l'article 72 de notre Constitution puisse être modifié pour permettre aux collectivités de pérenniser une expérimentation réussie, sans que celle-ci ait vocation à être généralisée au plan national. Nous serons, là encore, force de proposition sur ces sujets. La Constitution, le 4 octobre prochain, nous en fêterons le 60e anniversaire. C'est le pacte fondamental qui unit tous les Français. Le général de Gaulle, lors de sa conférence de presse, c'était un mois de janvier de 1964, expliquait qu'une constitution, c'est un esprit, des institutions, une pratique. Il sera primordial de se souvenir, me semble-t-il, de ce triptyque pour replacer au cœur du contrat républicain le renforcement indispensable de la confiance de nos concitoyens dans la République. La plupart des sujets de révision constitutionnelle annoncés par le président de la République au Congrès, Conseil supérieur de la magistrature, présence des anciens présidents de la République au Conseil constitutionnel ou suppression de la Cour de justice de la République ne sont pas des sujets nouveaux pour qui se souvient des débats de 2008. Quelqu'un en face de moi qui s'en souvient bien, M. Carucci.
Le président de la République veut aussi qu'une réflexion s'engage concernant ce qu'il a qualifié la fabrique de la loi et le travail parlementaire. Je dois le dire que je le partage. C'était une des orientations que je vous avais proposées, mes chers collègues, dans mon projet pour le triennat. Le Sénat a créé un groupe de travail transgroupe consacré à la révision constitutionnelle. Je rendrai public les propositions le 24 janvier prochain. Se poursuivra alors un dialogue avec vous, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, mais nous en aurons un demain, déjà, qui permettra, je l'espère, de dégager des lignes de convergence entre nos deux assemblées. Et bien sûr, dialogue avec le gouvernement, dialogue avec le Président de la République. Si l'objectif de la révision constitutionnelle, c'est de mieux faire la loi, petit 1, de renforcer la démocratie parlementaire, petit 2, et le lien territoire parlementaire, alors je vous proposerai d'en être avec une attention très particulière pour les territoires moins denses, grand 3. 2017 a été une année de la consolidation de la réforme du Sénat que nous avons mise en œuvre collectivement depuis 2015. Réforme des méthodes de travail, agenda plus clair, on a encore des progrès à faire, incitation à la présence qui porte ses fruits grâce à chacune et chacun d'entre vous, et je voulais vous en remercier. En adoptant le 14 décembre dernier la proposition de résolution visant à modifier le règlement du Sénat pour pérenniser et adapter la procédure de législation en commission que nous avions expérimentée dès 2015, nous nous sommes donné un petit temps d'avance, tout en étant attentifs au droit d'amendement. Je le dis, je le répète, travailler mieux ne doit pas se traduire par moins de liberté pour chaque parlementaire. Le Conseil constitutionnel l'a validé hier. Dans toute démocratie, un parlementaire doit être protégé dans l'exercice de son mandat. Son indépendance garantie et doit disposer des conditions matérielles et morales indispensables à son activité. Le bureau du Sénat a adopté à l'unanimité un nouveau régime de prise en charge des frais de mandat, conformément aux dispositions de la loi pour la confiance dans la vie politique. Nous l'ajusterons si nécessaire, et nos questeurs, que je voudrais remercier de leur engagement, seront, avec les membres du bureau et moi-même, attentifs à vos suggestions, à vos observations. Mais cette décision s'inscrit dans le contexte politique que nous connaissons, et vous le décriviez hier, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, marqué par la montée d'un antiparlementarisme préoccupant pour la démocratie. La transparence est indispensable, mais elle ne peut nourrir l'antiparlementarisme qui conduit tout droit au populisme. Je tiens devant vous à affirmer ma détermination à assurer la dignité et la respectabilité du mandat de sénateur. Être parlementaire, c'est représenter la nation. C'est porter une parcelle de sa légitimité et de sa souveraineté. Cette souveraineté qui est pour l'État ce que la liberté est à la personne humaine. C'est Edith Stein qui écrivait cela en 1924. Être parlementaire, c'est une fonction essentielle dans une démocratie. C'est une fonction où, dans la proximité, vous sentez le pouls de nos concitoyens, de nos territoires. C'est une responsabilité, c'est un honneur, et je sais que vous l'assumez avec conviction. Alors, je vous souhaite une très bonne année à chacune et à chacun. Une très bonne année, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, à l'Assemblée nationale. Une très très bonne année au Sénat et surtout une grande année pour la France. Vive la République, vive la France. Voilà pour cette cérémonie de vœux du président du Sénat, Gérard Larcher. C'est la fin de cette édition spéciale. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la suite des programmes sur les chaînes parlementaires. Très bonne soirée et à demain.
L'Indonésie annonce avoir donné l'ordre de préparer les exécutions de 10 condamnés à mort pour trafic de drogue. Serge, 44 ans, est français, marié et père de 3 enfants. Ça fait des années qu'on se bat quand même pour sortir la vérité, qui n'est pas coupable. Je vous ai bien compris, ils ne préviennent pas de l'exécution et Serge a vu certains de ses compagnons de prison partir pour l'exécution. Partir pour l'exécution. C'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui. La peine de mort est un acte barbare. Ce que les familles vivent en ces instants est une vraie torture. Pour tous, pour Serge, espoir. Serge, condamné à mort. Samedi à 23h30 sur Public Sénat. Ça vous regarde, présenté par Arnaud Ardouin, dans un instant. Là, on travaille juste le geste technique. La progression, il n'y a pas d'enjeu, c'est juste un exercice de pratique. On essaie de se rapprocher au plus près du terrain, mais en fonction de ce qu'on a ici sur le site. De quoi est fait le quotidien du policier? On en débat avec le député et ancien patron du RAID Jean-Michel Fauvergue, le directeur de la formation de la police Philippe Lutz, l'ex-policière Bénédicte Desforges et le chercheur Mathieu Zadrowski. Droit de suite, présenté par Jean-Pierre Gracien, ce soir à 20h30.